Très bien. Alors du coup, moi en 2 mots, je m'appelle Antoine Saint-Épondil. Je suis, blogueur, podcasteur, sur un site qui s'appelle Cosmo Orbus, qui est un blog, qui parle de science-fiction et de jeux de rôle depuis, 12 ans et également donc podcasteur sur un podcast rôliste qui s'appelle Nous sommes des alchimistes, qui est un podcast de réflexion, pratique sur le jeu de rôle. Réflexion parce que c'est pas, des parties filmées et pratique parce que j'espère, donner des conseils déjà à moi-même et puis ensuite, aux gens qui voudront écouter pour, essayer d'améliorer mes propres parties et éventuellement de faire un peu bouillonner tout ça, quoi. Donc pas trop théorique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec vous pour discuter des cas limites, on va dire, et puis des manières de réagir aux situations tendues et compliquées dans nos parties de JDR. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Max? Oui, bien le bonjour, je suis Max Hafniard, je suis un vieux rôliste du Grandeur Nature, mais également j'ai repris un peu tout ce qui était jeu de rôle que j'avais arrêté sur table en 2017, donc je me suis réintéressé pour créer mon univers Nucadon. Et j'ai également été comment dire, membre du jury du jeu vidéo en France 2 années de suite. Et je suis un passionné de tout ce qui est échange théorique, mais également de gestion des parties et de préparation des parties, ce qui est très important, puisque ça rejoint le thème d'aujourd'hui. Et je suis également coordinateur et responsable pour le pôle Belgique du Roll Event. Voilà. D'accord. Alors, je me permets juste de vous couper quelques instants, étant donné que dans ma présentation, j'ai totalement oublié de vous annoncer que tout simplement, à 13h45, je vous préviendrai et à 12h55, dans tous les cas, la conférence sera coupée, mais je vous enverrai vers un lien si vous souhaitez continuer la discussion sur Discord. C'est à vous. Si. Super, merci pour la précision. Alors, du coup, je vais lancer peut-être les hostilités et puis vous allez me compléter si, compléter si ça vous va pour relancer. Donc, en fait, on voulait réfléchir à la question donc, des cas limites et puis ce qu'on a appelé le kit de survie des meneuses et meneurs de jeu. Moi, je dis meugeux, ça a le mérite d'être épicène et puis compréhensible facilement par tout le monde. Donc, ce kit de survie permettant en fait d'avoir une batterie d'outils et de techniques et puis aussi de façon de penser, je pense, pour le bien de la partie et pour faire face, on va dire, à des cas qui peuvent être un petit peu problématiques, soit de comportement de PJ autour de la table, soit de situations imprévues qui peuvent arriver comme ça par elles-mêmes, quoi. La première idée que moi je pense est important d'amener, c'est l'idée que quand on parle de jeu de rôle, il y a plusieurs strates, on va dire. Il y a la fiction qu'on fait ensemble, donc le monde du jeu, l'histoire, l'univers, etc. Et puis il y a la partie en elle-même, donc le méta. Donc ça, là-dessus, je pense que ça ne prend rien à personne, mais en gros, voilà, il y a au moins deux strates, quoi. Et ces deux strates sont en dialogue continu. C'est complètement illusoire, même si on peut être très immergé dans la partie, de s'imaginer qu'on va se contenter de la fiction. Il y a toujours une couche méta dans laquelle on va manger des chips, parfois faire une petite réflexion hors jeu, parfois en faire beaucoup et en fait cohabiter en tant que personne physique autour d'une table ou connecté à un logiciel de visio, quoi. Et donc à partir de là, moi ce qui me paraissait vraiment important de dire, c'est que pour tout ce qui est cas limite et expérience, on va dire, désagréable de désaccord entre les participantes et les participants autour d'une table de JDR, alors ça peut, on va en citer et puis en expliquer un certain nombre, hein, mais ça peut être des cas soit de conflit entre les PJ, soit de désaccords sur ce qu'on attend de la partie ou sur même des dérapages, on va dire, sexistes, racistes, homophobes ou autres. Et donc, avant d'aborder ces cas-là, l'idée que je voulais amener, c'était qu'il est important de se rappeler que la partie en elle-même, c'est-à-dire la fiction qu'on va partager, est en fait, à mon sens, moins importante que le reste, et c'est-à-dire les relations qu'on a entre personnes réelles autour de la table. Et que donc, à partir de là, il n'y a aucun argument qui va tenir, qui va être un argument historique, un argument de vraisemblance, un argument de roleplay qui va dire oui, mais mon personnage se comporte comme ça parce que X et Y raison. En fait, dès lors qu'on outrepasse la bonne entente des participantes et des participants autour de la table, dès lors qu'on met mal à l'aise des gens, dès lors qu'on est agressif ou que son personnage, même si ce n'est pas nous en tant que tel, est agressif autour de la table et que ça peut mettre mal à l'aise des gens,
pour moi, il n'y a aucun autre argument qui tient, en fait. C'est-à-dire que je me fous de la vraisemblance, je me fous du roleplay, etc. Dès lors qu'on n'entretient pas une bonne ambiance, une bonne entente dans la partie, quoi, le reste doit passer au second plan, et donc on doit s'aligner qui qu'on soit jeu, qu'on soit PJ ou autre, même si on est éventuellement majoritaire, c'est-à-dire que plusieurs personnes veulent aller dans un sens et qu'il y en a une seule qui n'est pas à l'aise et qui voudrait ne pas y aller. Donc, par exemple, encore une fois, hein, sur des thématiques lourdes, sur des propos borderline, racistes ou autres, en disant oui, mais c'est le roleplay de nos personnages ou c'est une éventuelle vraisemblance historique. Moi, je trouve que ça ne vaut pas et qu'on devrait principalement prendre en compte le bien-être des participantes et des participants autour de la table, quoi. Je ne sais pas si Max, ça t'évoque quelque chose ou si tu voudrais Oui, je voulais réagir par rajouter rapport à ça. là-dessus. Mais comme on a discuté pour préparer cette conférence, moi, ce que j'aime aussi aborder, c'est une partie de jeu de rôle, c'est un ensemble. Il y a un jeu, un maître du jeu, il y a des joueurs, il peut y avoir des PNJ parfois qui viennent, qui sont joués par le MJ, par le maître du jeu, par des invités ou par même les joueurs s'ils le désirent, mais c'est un ensemble. Et cet ensemble, c'est important qu'il reste cohérent et qu'il y ait une cohésion. Et effectivement, quand des personnes, par leur comportement, par les prises de position qu'ils ont, dérangent et provoquent un problème et rompent cela, on a effectivement un souci. Et ce souci, il est à gérer. Il ne peut pas toujours être facilement géré parce que parfois, il demande beaucoup de dialogue et on le verra. Mais ce qui est important surtout, c'est que cette cohésion part du même accord de tous les joueurs. Et c'est de plus en plus fait dans le monde du jeu de rôle et c'est très important pour les gens même qui commencent ou qui ont une certaine expérience de toujours s'assurer que cela est fait. Et même parfois quand on s'assure de cela, et on le verra, on peut avoir des cas borderline. Et comme tu dis, c'est effectivement des personnes qui décident à un moment donné d'avoir un comportement qui n'est pas acceptable par le groupe et que le groupe fait remarquer, et qui, dans le meilleur des cas, s'excusent et disent « oui, j'ai fait le con », et dans le pire des cas, continuent et sont persuadés, on ne sait pas pour quelle raison, que c'est eux qui ont raison et que les autres ont tort. Et donc, c'est ça aussi qui est important, le bien de la partie, c'est que la table en elle-même doit toujours avoir cette envie de jouer, de s'amuser. Je prends un cas comme ça au hasard que je donne. Imaginons que vous avez une joueuse qui se plaint qu'elle n'aime pas le comportement de 2 autres joueurs. Tu fais une médiation comme tout le monde doit le faire parce que le bien-être reste à la table. Il se peut que les 2 autres joueurs comprennent pourquoi, comme il peut que les 2 joueurs disent « bon, ben moi, ça ne convient pas à mon roleplay, je quitte la table ». Et donc, il faut toujours garder ça en tête. Ce n'est pas un échec, c'est même une réussite si vous trouvez une solution où tout le monde est d'accord, ou même un groupe de personnes se rend compte que c'est pas ce qu'il joue n'a pas sa place à la table parce qu'il n'y a pas un consentement général qui est présent. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si nos invités veulent dire quelque chose. Je vais dire un mot et puis on va voir si quelqu'un veut intervenir en parallèle. En fait, je suis complètement évidemment d'accord avec ce que tu dis et cette notion de consentement, en fait, c'est vraiment la clé à mon avis et la clé principale. Il faut préciser 2 choses à partir du consentement par rapport à ça. Ça vaut d'ailleurs dans toutes les activités. Enfin, souvent, on parle du consentement dans le champ de la sexualité. Là, on n'est pas dans ce domaine, mais en attendant, il y a quand même une notion de consentement qui doit rentrer en ligne de compte dès lors que le jeu de rôle déclenche des passions. Et il suffit de voir les échanges en ligne hein, sur les différents réseaux sociaux pour voir que ça déclenche des passions et que c'est un truc qui nous tient à cœur. On est toutes et tous ici très, enfin, j'imagine très très passionnés et c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur que de faire du jeu de rôle. Et donc, il peut y avoir des affects très personnels qui passent dans les parties et qui peuvent éventuellement amener jusqu'à des cas limites, comme on le disait. Et en fait, cette notion de consentement, moi, ce que je trouve absolument indispensable de préciser, c'est que le consentement, il ne doit pas être au départ, il doit être en continu. Et donc, il faut qu'il y ait des portes de sortie qui soient ouvertes absolument tout le temps dans la partie. La porte de sortie la plus connue et la plus controversée aussi dans certains groupes rôlistes, c'est la X-card, donc qui est une carte avec un gros X ou une croix ou n'importe quel symbole dessiné dessus, et qu'on met au milieu de la table en disant voilà, si quelqu'un à un moment donné veut arrêter cette scène et faire une pause sans avoir à se justifier, il ou elle peut saisir la carte et puis dire stop et on va arrêter. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle une porte de sortie, c'est-à-dire on va d'abord se mettre tous d'accord sur ce qu'on veut,
Donc ça, c'est le consentement au départ, en disant on va jouer par exemple avec des thèmes difficiles, lourds, etc. Le jeu de rôle, c'est souvent, très très souvent dans les mondes de l'imaginaire et les cultures de l'imaginaire, donc il peut y avoir des thèmes comme ça, plus ou moins, on va dire, détendus ou plus ou moins lourds. On y viendra après. Mais voilà, donc on va se mettre d'accord au début. Et une fois que tout le monde est d'accord sur ça, et on peut tout simplement se rendre compte qu'on était d'accord au début, mais que en le faisant, en fait, ça va un peu plus loin que ce qu'on croyait et qu'on préférerait soit atténuer, soit carrément stopper, quoi. Il y a un jeu que je voudrais citer, qui est un jeu indépendant de l'auteur Thomas Munier, qui fait ça très bien. C'est un jeu qui s'appelle Influenza Minima, qui est un jeu d'horreur, qui est fait pour être assez trash. Donc, on va jouer exprès avec des thèmes lourds et compliqués, et on sait que ça va être potentiellement assez difficile de les affronter. Et il est écrit dans le jeu, il y a une règle qui est en fait le fait de voter en continu sur les scènes, c'est-à-dire que n'importe qui peut lever le pouce ou baisser le pouce à n'importe quel moment de la partie. Si je lève le pouce, ça veut dire que, en gros, j'ouvre un vote en disant je veux que la dose de trash, on va dire, monte d'un cran. Et donc, il faut qu'il y ait l'unanimité autour de la table, que tout le monde lève le pouce en même temps. Donc, ça a l'avantage en plus de pas. Enfin, c'est silencieux, donc ça ne coupe pas la scène en cours. Et si tout le monde lève le pouce, on est tous d'accord pour monter d'un cran. Alors que par contre, si je baisse le pouce, il suffit d'une seule personne qui baisse le pouce pour qu'on atténue ce qui est en train de se passer et on descend d'un cran le niveau de violence ou le niveau de trash de ce qu'on est en train de jouer, quoi. Donc c'est moins radical que la X-Card qui coupe complètement la partie, mais ça a le mérite de permettre une sorte de dosage un peu en temps réel de ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est que le consentement, en fait, il n'est pas au début. C'est pas on se met d'accord, on signe un papier ou on se met d'accord verbalement, parce qu'en général, on ne signe rien. Mais on se met d'accord sur des attentes, et puis une fois que c'est lancé, on n'a plus rien à dire parce que tu étais d'accord. Il y a 3 mois, quand on a commencé la campagne, tu étais d'accord, et donc maintenant, on va t'enchaîner pendant 6 mois de parties qui vont te mettre extrêmement mal à l'aise parce que tu as dit oui une fois, quoi. Donc ça, évidemment, il n'en est pas question, et donc voilà, le consentement, il doit être perpétuel, il doit être à chaque instant et renouvelé, quitte aussi entre les parties à dire est-ce que ça vous va toujours, est-ce que tout va bien, etc. Et donc, désolé pour le tunnel, mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'à partir de là, il n'est pas du tout question, avec toutes ces remarques, de dire on va s'empêcher de jouer des choses lourdes et complexes et dures, etc. Le jeu de rôle d'horreur, c'est un truc qui est extrêmement populaire. Il y a énormément de jeux un peu horrifiques et avec des thématiques comme ça. Et donc l'idée n'est pas du tout de rejeter ces jeux-là, mais au contraire de dire pour les jouer dans des bonnes conditions, on peut aller justement très très loin dès lors qu'on s'assure d'un certain nombre de soupapes, en fait, un certain nombre de ceintures de sécurité. Et donc, pour dire, à partir de là, on peut aller dans des jeux, effectivement, qui vont aller assez loin, qui vont nous mettre dans des situations qu'on ne s'attendait pas forcément à gérer, dès lors qu'on est sûr qu'on prend soin les uns des autres en continu dans la partie et qu'on on fait en sorte que tout le monde soit à l'aise avec l'idée d'aller assez loin, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que quelqu'un voudrait intervenir par rapport à ça? Mis à part de mon point de vue que je suis totalement d'accord avec vous. Je Super. pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et j'invite Alex, Clément ou Cosa à ne pas hésiter à réagir, à lever la main et nous dire s'ils veulent réagir. C'est vraiment important aussi. Même si vous êtes d'accord ou vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, c'est toujours important. C'est une table ronde. Donc, on veut aussi que vous soyez présents pour intervenir. Mais ce que tu disais est vraiment important parce que c'est effectivement la base même du jeu de rôle, je pense. On est tous ensemble dans une même pièce, on est tous ensemble dans un même lieu. On le fait du mieux possible pour que ça se passe bien. Et gérer des conflits, gérer des soucis, ça fait aussi partie de notre humanité, comme je pense que nous ne pourrons être tous d'accord aussi là-dessus. Une partie où rien jamais ne se passe n'existera pas. Une partie où il n'y a jamais un débordement n'existe pas. Il va toujours un jour dans votre vie avoir quelque chose, un moment où vous allez devoir gérer ça. C'est ça qui nous permet aussi d'apprendre comment bien gérer les choses. Et parfois, on peut se tromper aussi, hein. On peut faire des erreurs et puis comprendre, merde, j'ai fait une bêtise, mais la prochaine fois, je ne le referai plus. C'est ça aussi qui est important dans le monde du jeu de rôle, c'est qu'on a un apprentissage continu et en commun. Si un jeu ou un joueur ne faisait que vivre intérieurement les choses et ne savait pas les exprimer ou les jouer, nous n'aurions pas du jeu de rôle. Nous aurions plutôt un problème psychologique ou psychiatrique. Mais ici, c'est vraiment très important, c'est que tout se passe effectivement dans le consentement, comme tu l'as dit, mais aussi dans l'échange. Et donc, à partir de là, ça nous amène aussi sur un peu la deuxième partie de ce qu'on avait
de ce qu'on avait envie de dire, c'est-à-dire qu'au départ dans la partie, et donc on avait parlé de consentement au début, et puis le fait de se mettre d'accord sur ce qu'on voulait faire dans notre partie, il est important de définir des attentes communes qui soient claires et qui soient même assez bien définies. Alors c'est toujours un peu compliqué dans le sens où on a comment dire, en tant que jeu, on n'a pas forcément envie ni de spoiler sa partie en disant attention, il va se passer ça, puis ça, puis ça. Et puis il peut y avoir des effets de manche qui sont un peu appréciables ou qu'on a envie de tester. Typiquement, une partie d'horreur qui ne dit pas son nom et qui commence soft et qui bascule d'un coup dans un truc horrifique pour faire un effet comme ça. Je sais qu'il y a des scénarios de l'appel de Cthulhu qui sont comme ça, où on dit même presque pas qu'on joue à Cthulhu au départ, et d'un coup ça bascule dans l'horreur, parce que justement c'est un thème du fantastique, donc le genre littéraire fantastique, que de commencer dans un monde réel qui va d'un coup être bousculé par l'apparition du surnaturel. Donc ça peut être difficile de définir une attente claire, et en tant que jeu, on peut se dire oui, mais moi je veux pas spoiler ma partie en amont, etc. Mais il n'empêche, il faut trouver un moyen de le faire quand même. C'est-à-dire il faut au moins être d'accord. Le fait de connaître les gens avec qui on joue est un gros plus, mais ne doit pas suffire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on joue avec des amis. Moi, je joue avec plusieurs tables, mais notamment, il y a une table que j'ai depuis 17 ans, donc qui est ma table historique la plus vieille et la plus voilà. On a commencé au collège et on continue. Et cette table-là, bien sûr, c'est mes amis, mes meilleurs amis. Je les connais depuis hyper longtemps, bien en dehors du jeu de rôle et tout ça. Mais il ne faut pas présager de ce qu'ils veulent faire déjà, et pas non plus présager de ce qu'on peut faire avec eux. C'est-à-dire que les attentes et les goûts des uns des autres ne sont pas forcément limpides. Et j'ajouterais, et ça vaut même pas que dans le cadrage de la partie au début, il ne faut pas trop se faire confiance à soi en tant que jeu ou en tant que PJ, en disant je sais jusqu'où je peux aller parce que ça va pas trop, enfin ça va pas les bouleverser, ça va pas leur faire les mettre mal à l'aise ou quoi. En fait, il faut leur demander, il faut être sûr. Et dire oui, mais moi je joue tel truc, mais c'est parce que c'est voilà, mon personnage est hyper raciste, mais bon, ils savent bien que moi je ne le suis pas, donc pas de problème, etc. Bah non, c'est pas si simple que ça. Et il faut bien s'assurer avec les personnes à chaque instant que c'est bon, qu'il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas couper son roleplay si on est dans une espèce de flow de roleplay à un moment donné pour dire est-ce que ça va, mais entre les mondes de roleplay, ok. Et puis si on a à un moment donné avancé un cran, vérifier que c'est toujours bon, avancer un deuxième cran, et puis là on peut se retrouver dans des systèmes de vote, comme je disais tout à l'heure, avec des pouces ou des en haut ou en bas, etc. Et entre les parties, moi j'ai fait des parties très dures, très trash sur le plan psychologique, avec vraiment des personnages. C'est allé jusqu'à des larmes de joueurs et de joueuses autour de la table, où vraiment on pleurait, etc. Parce que c'était vraiment très intense. Et en même temps, c'est aussi, on s'est permis ça parce qu'on savait très bien qu'en dehors, on était dans une dimension de soins et comment dire, de prévenance les uns par rapport aux autres. On était parfaitement d'accord sur le fait de pousser les curseurs. Et donc, en fait, c'est des larmes qui étaient bienvenues comme elles le sont après un film bouleversant, où on est très content de pleurer au cinéma, parce que c'est un film qu'on a adoré, tout simplement. Mais voilà, tout ça, c'est uniquement dans la mesure où on sait qu'on peut y aller, on y va progressivement, et on valide à chaque étape que c'est toujours bon. On demande au cours de la campagne, effectivement, comme tu dis, Elna, dans le chat, on demande au cours de la campagne régulièrement si ça va, si ça va pas, et si il faut ou pas modifier quelque chose, quoi. Donc là, j'ajouterais un truc aussi sur les attentes communes. Moi, je m'étais fait dégager un groupe Facebook de jeux de rôle il y a quelques années, parce que j'avais écrit un article sur la X-Card et puis le consentement dans le jeu de rôle, justement, donc ça n'avait pas plu du tout. Mais c'était... en fait, je m'étais pris plein de réflexions qui étaient assez révélatrices d'un truc. C'est on m'avait dit, mais vous êtes complètement malade de jouer avec des thèmes lourds sur des violences vraiment aux personnes, des violences sexuelles, du viol, des génocides ou des thèmes horribles comme ça. Et c'est vrai que, en fait, moi, je ne joue pas avec ces thèmes-là, je ne les ai jamais intégrés dans mes parties. Mais dans mon article, j'avais fait un peu une liste qui disait, bah, attention, si vous mettez des trucs comme ça, donc j'avais tenté de lister les thèmes les plus durs qu'on puisse imaginer dans une partie de jeu de rôle, quoi. Je dis, si vous jouez avec ça, il est bon, en fait, de vérifier, de faire d'autant plus attention au consentement, à vérifier que tout le monde est à l'aise, qu'il n'y a pas de problème, etc. Enfin, je pense à un film, par exemple, c'est le film Chicken Run, par exemple,
qui est un film avec des poulets qui veulent s'évader de la ferme où ils sont enfermés. En fait, Chicken Run, on peut le voir de deux manières. C'est un film un peu drôle, un peu décalé, avec des poulets qui s'évadent d'une ferme, mais c'est aussi un film sur les camps de concentration, en fait. C'est un film dans lequel les poulets sont objectivement dans un camp de concentration qui rappelle les camps de concentration nazis. Et en fait, dire on va intégrer des trucs comme ça en jeu de rôle en considérant que c'est un petit peu détendu parce que c'est des poulets et que donc, voilà, en plus c'est en pâte à modeler, donc il n'y a pas de problème. Et donc être un peu relax comme ça dans la partie de jeu de rôle, mais en fait en abordant des thèmes qui sont extrêmement lourds et dont on ne sait pas du tout comment ça va faire réagir les gens autour de nous dans la table, et ben, il faut absolument mettre en place des outils, des soupapes, etc. Et pourquoi je dis tout ça? C'est parce qu'en fait, dans les attentes au début de la partie, à mon avis, il faut identifier ce qui relève des thèmes, on va dire, classiques, un peu casual, quoi, enfin, les thèmes hyper récurrents et donc qui ne prêtent pas vraiment à conséquence dans un jeu de rôle, des thèmes dont on identifie d'emblée qui sont difficiles, qui sont casse-gueule et qui ont un niveau de violence potentiellement élevé, quoi. Par exemple, le fait de se battre dans un jeu de rôle, il n'y a pratiquement aucun jeu dans lequel on ne va pas se battre, à part, bon, il y en a quelques-uns, mais la grosse majorité, il y a des règles de combat, il y a des affrontements, etc. Ça fait partie du jeu. Et quelques-uns, ce n'est pas le cas, mais du coup, ça ne va pas forcément choquer grand monde aujourd'hui, tout comme voir un film au cinéma dans lequel il y a des combats. Ça ne va pas choquer grand monde de jouer des combats également dans un jeu de rôle, quitte à ce qu'il y ait des gens qui meurent, etc., dans le combat. Perdre son personnage dans Donjons et Dragons contre des brigands ou contre un dragon, ça ne va pas forcément nous choquer tant que ça. Alors qu'au contraire, jouer des scènes plus proches de ces thématiques réelles, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la guerre, qu'est-ce que c'est mourir de mort violente, qu'est-ce que c'est se faire assassiner ou assassiner quelqu'un et vivre avec éventuellement le remords ou pas, ça c'est des thèmes qui peuvent être tout à fait utilisables, mais qui pour le coup sont casse-gueule et peuvent être vraiment difficiles à vivre. Et donc, il faut doser entre les différents thèmes, identifier les thèmes qui peuvent être problématiques et voir comment on les gomme, comment on les rend un peu plus casus et supportables si jamais on juge qu'ils vont poser problème à la table, ou comment, au contraire, on décide de pas les... ou au contraire, donc on décide d'y aller, en fait, d'y aller franchement, d'explorer ces thèmes en tant que thèmes difficiles, et donc ensuite, en mettant les outils nécessaires, d'explorer ça avec ces PJ consentants à chaque moment, quoi. Est-ce que Max, ça te fait réagir Oui, sur... mais je te rejoins là-dessus et j'allais aborder les thèmes forts. Voilà, j'ai beaucoup discuté avec des MJ qui sont sur différentes plateformes Discord depuis le début du confinement, qui souvent ont des univers très violents, mais vraiment très violents à l'extrême. L'un d'eux, par exemple, est un MJ réputé pour avoir un certain nombre de kills par partie. Donc, ces joueurs meurent carrément, et dans notre souffrance, je vais dire, pour être cliché, mais ça fait partie de son style de jeu, dur, efficace, violent. Dans d'autres, le PJ est totalement libre, et là, ils peuvent faire des choses hyper violentes, comme ils peuvent essayer de régler les choses, mais le monde est dur et violent. Pour ce MJ-là, qui, on va dire, sa vision des choses, c'est ça va être violent, c'est violent, tu peux faire tout ce que tu veux, même tuer des gens, et le pire des cas aussi, il a eu des cas où ils ont dû tuer des enfants, mais ça fait partie de son univers, et donc toujours, comme c'est de suspension constituée de crédibilité, que ce n'est pas la réalité, bien travailler les choses avec les gens, bien être certain qu'ils savent que ce n'est pas la réalité, bien être certain que on est en train de jouer un jeu, que ça fait partie du thème du jeu et que tout le monde consent à accepter ce qui se passe. Et toujours vérifier, il le fait toujours en amont d'une partie, il va toujours demander aux gens, tout s'est bien passé, ça a été, il y a un truc qu'on doit rediscuter. Et c'est très important, parce que s'il y a un dérapage, et on en parlera plus tard, le deuxième MJ dont on parlait a eu un jour de dérapage, s'il y a un dérapage, il faut le gérer, et le gérer convenablement. Et au moment où le consentement n'est pas respecté, au moment où il y a un problème avec un joueur qui déborde et qui fait des choses qui ne sont pas acceptables, il faut commencer à le gérer. Alors, il y a plusieurs manières, et on le verra, de gérer les choses. Il y a des gens qui sont catégoriques, comme il y a des gens qui sont plus sur la médiation. Et je pense que c'est aussi très important, c'est que ces niveaux de différence de violence, on doit effectivement être certain que c'est intégré par tout le monde. Et on doit aussi être certain, et ça c'est quelque chose que j'ai eu récemment le cas de faire avec un MJ, il a dit « je veux connaître vos cartes à l'avance ». Et d'habitude, c'est quelque chose qui se fait en privé, mais là, il a pris toute la table et il a dit « bon voilà, vous voulez tous jouer à ce jeu avec moi ? Je veux connaître vos cartes ». Et le jeu en question, c'est Warhammer 40K, qui est un univers très dur aussi et très violent. Et j'ai trouvé ça extraordinaire
qui disent on va dire franchement les choses, on va se parler ensemble et je veux connaître vos X-cartes. Et moi, c'est la première fois que j'ai eu le coup où on m'a demandé si je voulais mettre une X-carte. Et là, pour une fois, je ne suis pas jeu, je suis joueur. J'ai dit oui, j'ai 2 X-cartes que je veux mettre en place. Et la table a consenti. Ah ouais, mais tu as raison, ça, effectivement, on n'a pas non plus envie. Ce n'est pas des sujets qu'on veut aborder. Et ça, je trouve très important aussi dans ce consentement perpétuel, c'est dès le départ aussi d'avoir mis les bases. Il y a des choses qu'on ne veut pas aborder parce que personnellement, ça nous met mal à l'aise parce que personnellement, ça choque. D'autres personnes pourront le faire, mais c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Moi, la table où je suis, avec des gens à lesquels je veux passer un bon moment, on a mis nos règles en place. C'est un peu, je dirais, je vais citer un truc historique, comme quand, à la fin de l'Empire romain, les gens ont créé des constitutions. Ils se sont réunis en communauté, c'était des communautés religieuses, ils ont dit, ben voilà, on va faire notre constitution, on va régir comment on veut que ça se passe entre nous. Et c'est, dans toute communauté humaine, la chose la plus importante, c'est d'avoir des règles de base ensemble. Et si à un moment donné, ça ne va plus, on décide ensemble de ce qu'on va faire. Et vous allez rigoler, mais c'était déjà le bannissement à l'époque. Donc, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Donc, ça reste, je veux dire, une structure humaine dans laquelle nous sommes d'accord ensemble de mettre des règles en place et quand ça ne va pas, on monte la porte de sortie. Et ça, c'est très important aussi. Et jouissez, effectivement, c'est tout ce qu'on voudrait tous, hein, mais on va le voir maintenant dans les prochains éléments qu'on va développer, ça ne se passe pas toujours de manière safe, et c'est normal. On ne peut pas vivre avec excusez-moi le terme, un dogme comme quoi tout doit toujours être safe parce que nous sommes des humains. Et on sait que dans la société humaine, il va y avoir des débordements. Nous sommes des boules de chair et d'émotions. Et c'est malheureusement, ça peut choquer les gens, ce que je veux dire, et j'en suis désolé pour eux parce que c'est la réalité. Nous sommes humains. Et être humain, parfois, c'est faire des gens qui vont faire des bonnes choses, comme des gens qui vont faire des mauvaises choses, des gens qui vont avoir des bons comportements, comme des gens qui vont avoir des mauvais comportements. Il va aussi y avoir des gens entre les deux, hein, et ça, c'est aussi logique. Mais c'est ça aussi qui est important, c'est de savoir identifier avec le groupe ou soi-même, quand on est MJ, si on a des signes qui arrivent et on se dit, là, il y a un problème, il faut que je gère ça, et pas laisser les choses se faire. Et comme je discutais il y a une semaine avant le Roll Event avec un maître de jeu qui lui du tout enfermé, il a dû parfois gérer des choses qui sont assez invraisemblables, comme des gens qui se font de la revenge émotionnelle, donc qui tentent finalement de déstabiliser les autres parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils jouent ou parce qu'ils sont jaloux. Et donc ça aussi, c'est à gérer. Donc c'est pas anodin qu'on en parle parce que c'est vraiment un cas qu'on peut entendre tout le temps parler, qui touche aussi notre actualité puisque ça reste des comportements humains, mais c'est avant tout notre boulot en tant que passionné du jeu de rôle, d'être au courant de ce genre de thématiques, mais aussi d'être capable d'agir et de fonctionner en commun. Je ne sais pas si tu veux qu'on passe au point suivant. Ouais, je mettrais bien un petit complément sur ce que tu disais. Moi, je suis totalement d'accord avec toi et je dirais la revenge émotionnelle, en fait, il faut aussi savoir qu'elle peut arriver du côté jeu. C'est-à-dire qu'on peut, et pour moi, c'est un truc un peu de jeu un peu en panique. Mais disons que c'est très compliqué de ce jeu. Il y a des milliers de trucs à penser entre les règles, l'histoire, le scénario, l'ambiance, etc. Donc, il peut arriver assez souvent que le jeu se retrouve un peu en détresse, surtout s'il manque un peu d'expérience ou s'il est un peu rouillé. Enfin, c'est ce qui peut arriver, hein, bien sûr. Mais donc, il peut arriver que le jeu un peu fasse sortir de son chapeau des pulsions de contrôle, on va dire, pour reprendre en main sa partie et fasse un peu de l'autoritarisme et de la revenge émotionnelle, si on peut dire, en disant vous m'avez saoulé sur tel aspect, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous en foutre plein la gueule sur la scène suivante, etc. C'est à mon avis pas une bonne chose, hein, mais c'est des choses qui peuvent arriver enfin, que moi j'ai déjà observé et dont je me suis peut-être rendu coupable par le passé sans m'en rendre compte et dont aujourd'hui j'essaie absolument de me départir. Mais en fait, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'il y a un devoir de vigilance en fait constant pour tout le monde, qui est de vérifier que ça va bien que ça va bien pour tout le monde autour de la table. Et à ce titre, le ou la jeu a un rôle supplémentaire, c'est qu'en tant que personne dépositaire de plus de pouvoir traditionnellement sur la fiction, alors je dis traditionnellement parce que ça dépend des jeux, on va me dire il y a des jeux sans MJ ou avec un MJ tournant et tout. Oui, c'est vrai, mais dans la plupart des jeux, classiquement, il y a quand même un jeu.
Et donc, dans la plupart de ces jeux-là, en fait, le jeu est doté de pouvoirs supplémentaires sur la fiction et également sur un peu la partie en général, quitte à même presque pouvoir dire je veux choisir les gens avec qui je joue et si j'en bannis un, il dégage. En fait, ce grand pouvoir-là va aussi avec de grandes responsabilités, pour citer un comics que vous connaissez bien. C'est-à-dire qu'on a de grands pouvoirs sur la fiction, mais il faut aussi les utiliser à bon escient, c'est-à-dire pour vérifier que ça va pour tout le monde à chaque instant autour de la table et donc être vigilant par rapport à ça. À ce titre, il y a un truc qui est très très important, c'est de faire attention aux effets de leader et aux effets de suiveur. C'est-à-dire que on est des groupes humains qui jouent au jeu de rôle. Il y a des gens qui ont plus de capacité que d'autres à imposer leurs idées, à être présents, à argumenter, à avoir une voix qui porte loin et qui est fort, etc. Qui donc vont plus imposer ce qu'ils veulent plus facilement. Et c'est pas une critique. Hein, tout le monde n'a pas forcément le même goût de la rhétorique, n'a pas forcément la même envie de rentrer dans un débat sur ce qu'on fait, etc. Et donc, le consentement au début peut, à bien des égards, être biaisé par ça. C'est-à-dire que, typiquement, j'arrive dans une table où je connais personne. C'est des gens qui jouent déjà ensemble depuis X temps, par exemple dans un club ou sur une table virtuelle ou en étant invité chez des amis qui jouent ensemble. S'ils ont décidé de jouer à un truc super dark et super comme à leur habitude, etc., et qui me disent, tu vas voir, ce sera génial et tout, est-ce que tu consens? Je vais sans doute être tenté de dire oui, oui, bien sûr, et tout, parce que c'est difficile en fait de sortir comme ça, de s'affirmer en disant bah oui, oui, non, moi j'ai hors de question que je parle de ça, j'ai envie de jouer un truc plus light, plus détendu, tel thème est difficile pour moi, etc. C'est dur à assumer publiquement devant les autres, c'est dur de le savoir soi-même à l'avance parce qu'on ne sait pas quel va être le contenu de la partie, c'est dur d'argumenter devant les autres qui ont envie de jouer un truc, par exemple, super sombre, et moi de dire non, non, mais moi attention, je vous en empêche. Je vais vous empêcher d'y jouer parce que moi, j'ai pas envie d'y jouer, donc on va faire autre chose. Enfin, tout ça est compliqué, c'est des rapports humains qui sont très humains, justement. Et on ne peut pas empêcher qu'il y ait des gens qui soient plus leaders que d'autres, des gens qui soient plus, comment dire, dans l'argumentation. C'est pas qu'ils imposent brutalement, mais c'est qu'ils vont argumenter en disant mais si tu vas voir, ce sera super, etc. Il y aura du sang partout, machin. Et donc à ce titre-là, il y a un outil qui est développé par l'éditeur américain qui s'appelle Montecook Game, donc du nom du célèbre auteur Montecook, qui ont édité un truc qui est disponible en téléchargement gratuit et libre sur Internet. C'est la RPG Consent Checklist. Donc c'est en anglais, mais franchement c'est facile à comprendre. Il y a peut-être une version française qui traîne quelque part. En tout cas, ça pourrait être un truc intéressant de la traduire. Et en fait, c'est une petite checklist simple qu'on distribue à ces joueurs avant la partie et qui peuvent remplir, y compris anonymement, pour dire voilà, ça je suis pour, il n'y a aucun problème. Ces thèmes-là, on peut y aller. Ces thèmes-là, c'est un peu la zone jaune, orange, bof, quoi. Et ces thèmes-là, c'est la zone rouge, c'est-à-dire que je ne veux pas. Et ça a le mérite, en fait, donc, encore une fois, de demander le consentement, mais de le demander de manière solitaire à chacun et chacune de son côté, c'est-à-dire pas de le débattre avec tout le monde avant de commencer, genre regardez, j'ai prévu un scénario super bourrin et violent qui se passe dans un camp de concentration ou je sais pas quoi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bah, une fois qu'on est au pied du mur, c'est dur de dire non, je suis pas d'accord, etc. Donc là, on peut dire voilà, on va remplir ça en avance. Et puis il y a un peu tous les grands thèmes difficiles qui sont abordés. Ça va des phobies jusqu'aux thèmes un petit peu lourds, etc. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Il y a cancer, claustrophobie, mourir de froid, attaque cardiaque, terrorisme, torture. Enfin, évidemment, c'est pas très plaisant de lister des thèmes comme ça parce que c'est hyper violent. Mais disons que ça permet de poser point par point la question à chacune des personnes. Moi, si j'ai quelqu'un qui est malade du cancer dans mon entourage à l'instant T, jouer un jeu dans lequel il va y avoir de longues maladies dramatiques et on va devoir jouer ça parce que c'est un levier de fiction qui peut être intéressant, et je ne nie pas qu'il puisse l'être, en fait, ça ne va pas forcément me dire. Et peut-être que ça dépendra des gens. Des gens n'auront pas de problème avec le fait de le jouer alors qu'ils le vivent par ailleurs, et d'autres ne voudront pas du tout parce qu'ils sont là pour se changer les idées, et c'est parfaitement légitime. Donc du coup, dire, voilà, on va faire cette checklist anonymement, chacun de son côté, et puis la renvoyer sans avoir besoin ni de se justifier ni rien, mais ça peut aussi être l'occasion de démarrer une conversation en solo avec le jeu, etc. Et ben, je pense que c'est une bonne chose, en fait. Voilà, c'était pour compléter, c'est un complément peut-être un peu long, mais pour compléter Oui. ce que tu disais, Max. Ouais. Mais j'ai mis le lien effectivement vers RPG Consent Checklist. Tu m'en avais déjà parlé, effectivement, je vois, oui. Jouer le cancer, effectivement. Mais c'est une liste très intéressante, d'ailleurs. Je pense que je la ferai remplir quand je fais des longues campagnes. Parce que ça peut être intéressant parce que justement,
dans n'importe quel jeu qu'on joue, effectivement, ça peut être intéressant de savoir. Et puis, ça nous demande de la créativité en tant que maître du jeu, de justement se dire, ah, ils veulent pas jouer quelqu'un de cancéreux, mon personnage là est censé être cancéreux, ah, je vais changer, je vais trouver autre chose. Effectivement, ça peut être très intéressant et surtout, ça fait appel à notre créativité de pouvoir composer avec ce que la table demande. Et c'est peut-être plus complet le fait que finalement, ce que moi j'ai vécu avec le MJ qui demandait dès le départ quelle est votre X-carte, plutôt que d'attendre que la X-carte soit sortie. Parce que ça, c'était aussi la chose que je trouve en fait, qui était assez intéressante, c'est que la majorité des jeux que je connais quand on parle de la X-carte, parce que moi je dis me jeu, lui dit meneur de jeu, c'est pas très bon, c'est un raccourci. Reprenez-moi, hein, j'ai mes, j'ai mes Non, défauts je dis aussi. pareil. Je suis comme toi, je dis pareil, hein, donc J'ai mes défauts aussi. Mais oui, de sortir quand il y a un problème, la X-carte est peut-être plus problématique que d'avoir auparavant travaillé la chose. Ça peut effectivement éviter déjà certains cas de débordement. Comme tu ne peux jamais connaître de cas de débordement, ça peut aussi être sur une campagne, pas sur toutes, mais sur une campagne. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Je verrai un peu aussi comment réagissent les gens ici en Belgique avec ça. Parce que c'est vrai que ça pourrait être intéressant de développer le sujet avec les clubs, par exemple, d'envoyer la vote. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être me renvoyer un oh, on a déjà la X-carte, ça nous suffit. Comme effectivement, certains pourront être intéressés, mais je te remercie en tout cas parce que ça peut pousser la réflexion encore plus loin. Mais surtout, et en plus, il y a les green, yellow, red. Dans le jeu de rôle grandeur nature, par exemple, on l'utilise. Ça, le green, yellow, red, quand il y a des scènes difficiles, on l'utilise parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont eu des difficultés assez atroces et c'est important de le faire. et ce que je trouve intéressant aussi sur cette checklist-là, alors c'est classé, par thème, c'est-à-dire, violence physique, violence mentale, Mhm. surnaturelle et cetera, donc c'est un choix qui, voilà, qui est thématique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle ne hiérarchise pas les types d'interdits qu'on peut avoir, alors que d'après moi, ils sont hiérarchisés. C'est-à-dire qu'on disait le cancer, par exemple, c'est un thème lourd, et moi, j'ai aucun mal à comprendre pourquoi certaines personnes peuvent, ne pas avoir du tout envie de jouer avec ce thème-là. Parce que C'est c'est un thème vrai. très réaliste, très, enfin, en plus qui touche énormément de gens autour de nous. Donc voilà, mais par contre, il y a un autre, c'est démons, par exemple, ou les araignées. Pour les araignées, c'est vrai qu'il y a plein de gens, moi j'aime pas trop qu'il y ait une énorme araignée à côté de moi, mais bon, c'est pas pour ça que je vais avoir un problème à les mettre dans la partie. Par contre, les démons, j'ai vraiment, enfin, je peux me tromper, mais je connais personne qui va me dire ah non, pas de démons, ça me fait vraiment un effet terrible. Donc, en fait, moi, c'est ce que je classifie comme comment dire, la violence pas grave, la violence de fantaisie, quoi. C'est-à-dire les démons avec des cornes tout rouges qui vont ricaner sur fond de murs de flammes, etc. Ça, à mon avis, il y a très peu de gens qui vont mettre ça, qui vont cocher ça en étant un interdit, en disant vraiment, moi, c'est un truc, c'est pas possible. Alors que le cancer, je pense que beaucoup plus. Et l'avantage de cette checklist, c'est qu'elle nomme les trucs nommément, un par un. Il y a aussi des lignes blanches qui permettent de rajouter des thèmes s'ils n'auraient pas été cités, s'ils n'avaient pas été cités, pardon. Mais du coup, l'avantage de ça, c'est de dire, bah voilà, démon, oui, non. Et à mon avis, la plupart des gens vont dire oui, oui, pas de souci. Et par contre, cancer. Et là, les gens vont dire, ah ben ça, j'avais pas pensé que ça pourrait arriver. Et en fait, ça a le mérite de mettre le doigt dessus. Je vais dire oui ou J'ai non. une question à vous poser. Je ne sais pas si les autres regardent comme moi je fais ici la fiche. Je vous le enfin, je vous le conseille, je vous le souhaite. Excusez-moi, mauvais français. Je vous le conseille. Fade to black, ça veut dire quoi dans cet instant? Ça veut dire grimer vers le noir, c'est-à-dire ça doit être caché. Explicite, c'est-à-dire que ils veulent que ce soit explicite ou explicite, c'est interdit, tu vois, parce que explicit lyrics, c'est-à-dire que c'est assez cru comme langage. Donc, Alors, moi, tel que je la comprends, la fiche, mhm, après, c'est pas moi qui l'ai faite, donc je pense qu'il faut aussi se l'approprier hein, quand on décide de la faire tourner. Mais là, en l'occurrence, tu parles des scènes de sexe, par exemple, et de romance, oui. ou de scènes de romance. En fait, le fade to black, c'est le fondu au noir, c'est comme on peut voir dans plein de films, c'est-à-dire deux personnages s'enlacent, Ok. et puis on fait un fondu au C'est noir, et puis éventuellement, plus on filme la visuel. fenêtre de Ok. l'extérieur, mais en gros, Le système du voilà, voile. voilà C'est le système du on voile. met un Ok, ça voile va. pudique, ouais, Mais c'est ça. je voulais, parce que tu vois, je l'ai vite lu comme ça en diagonale. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient peut-être aussi bien d'expliquer que c'est bien ce genre de choses. Parce que si on n'a pas Mm. effectivement, et remercie à toi, l'explicatif, comment il faut l'interpréter, on peut mal l'interpréter aussi. Ouais, Je te complètement, ouais. remercie. Bah, avec plaisir, écoute, pas de problème. Je pense qu'on pourrait peut-être passer maintenant au point 3 qu'on voulait aborder. Tout à fait, ouais. Gérer un comportement abusif, qui est vraiment la partie la plus importante, puisque c'est à ce moment-là qu'on doit, tous les outils qu'on a mis en place, tout ce que nous sommes en tant que joueurs, maîtres du jeu, PNJ,
personnage non joueur, excusez-moi, doit être maintenant le moment où on montre qu'on doit gérer la chose. Et comment identifier que c'est abusif? Bah, ça, on en a discuté quand ça... Non, ce terme est un peu trop fort. Quand ça ne respecte pas les règles de consentement qu'on s'est mis et quand ça va toucher à la moralité publique et que ça va déranger ou ça va être interdit même. Là, je pense que c'est aussi très important quand il y a un moment, un débordement qui n'est pas acceptable, et on en a discuté, différentes, que ce soit la xénophobie, l'homophobie, que ce soit de l'haltérophobie, ou que ce soit encore la grossophobie ou le tu reprendras, Elna, tu m'as dit le validisme, c'est comme ça qu'on utilise ça aujourd'hui, hein, pour les personnes en chaise roulante. Tout à fait. Le validisme, ou alors Le plus simple, validisme, c'est la discrimination pour les personnes, mais le validisme, ouais. souffrant de... Ah, j'allais dire le vieux terme qui n'est pas juste, souffrant d'une déficience physique, on peut dire, Physique, j'en ai aucune idée. Après, il y a la psychophobie. ou la psychophobie, je ne connais pas. Donc, Voilà, mais tu m'as appris beaucoup de nouveaux mots que je ne connaissais pas ou que je n'avais jamais entendu parler, donc je te avec remercie. plaisir. Comme quoi, c'est aussi le cadre de ce genre de conférence pour apprendre qu'il y a d'autres thèmes qui sont abordés et qui sont mis en avant. Voilà. Et tout ce genre de choses est aussi très important à souligner quand on se retrouve, qu'on identifie ce genre de problème ou qu'on le sent venir, toujours en tant que participant ou maître du jeu, interroger la personne ou les personnes qui poseraient problème en disant mais tu te rends compte que ça peut être très mal interprété, ou tu es sûr que tu joues ton personnage n'a pas ce comportement-là dans la réalité, ou toi, tu me rassures. Quelque chose aussi que je fais souvent quand je remarque qu'il y a un débordement, et je trouve que c'est important aussi comme tu le dis, de toujours vérifier qu'il n'y a pas un souci. Et parfois, effectivement, après plusieurs mois ou semaines, si on reprend, comme on a eu le cas avec le Covid, on peut avoir, je l'expliquerai plus tard, des personnages qui pètent un câble totalement en public et qui se comportent totalement différemment qu'on l'imaginait ou qui sortent du cadre du personnage dans lequel ils devaient jouer. Il y a donc la manière de réagir, comment réagir, mais on en a déjà beaucoup parlé. Il y a pas mal de dialogues qu'il faut mettre en place, il y a pas mal de différents mécanismes, et il y en a un que moi j'aime beaucoup, c'est la médiation. La médiation, et j'ai souvent à mes parties très difficiles un médiateur qui est présent, qui joue également un joueur et qui est là également pour, en appelant de moi, m'aider s'il y a un souci, et qui est là aussi après. Donc, le médiateur, j'y fais souvent appel aussi après quand il y a un souci. Et ça, c'est aussi très important d'en avoir un. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut vous aider vous aussi. Et dans d'autres cas, j'ai appris qu'il y a des MJ qui n'utilisent le médiateur que quand il y a eu un problème, c'est-à-dire quelqu'un souvent qui est extérieur, pour avoir quelqu'un d'un avis extérieur qui vient pour éviter aussi que tu sois MJ ou joueur, que tes sentiments ont peut-être été trop pris dans la partie, que tu as mal interprété les choses. Mais la nécessité d'avoir un médiateur est très importante, et ça se voit aussi dans la réalité actuelle. Il y a partout dans le monde humain des médiations qui sont possibles. Et la médiation, avant tout, c'est trouver un équilibre, comprendre ce qui s'est passé, mais aussi faire entendre raison à l'autre. Il y a aussi ça qui est important. Et là aussi, qu'on le veuille ou non, c'est dans le cas de la médiation, et je reprendrai la médiation belge qui fonctionne tout ça, mais on dit c'est partout. Quand deux parties, ça ne va pas, les deux parties doivent tomber d'accord et ensemble prendre un nouvel accord pour que les choses se résolvent. Et c'est ça qui est important là-dedans, c'est le médiateur va être là vraiment pour initier un dialogue et pour éviter, comme tu parlais du problème des suiveurs et des leaders, pour aussi éviter que ça ne se reproduise, qu'il y ait des soucis avec ça aussi, puisque en médiation, on est tous mis sur le même pied d'égalité. Et c'est vraiment important là-dessus, puisqu'on doit vraiment permettre à chacun de s'exprimer et de comprendre ce qui se passe. Et surtout, après ça, donc comment réagir, soit on réintègre la personne dans le jeu, soit on dit, bon, bah alors oui, c'est fini, soit clairement, on coupe tous les ponts et on bannit la personne. Ce qui est aussi finalement un comportement qu'il faut accepter de prendre quand les choses ne vont vraiment pas et quand la personne a des propos insoutenables et même qu'elle les valide. Et ça, on en discutera. J'ai un exemple assez que j'ai vécu, donc qui m'a assez bouleversé l'année passée, mais que j'ai su faire face parce que il faut pouvoir aussi, en tant que maître du jeu ou joueur, faire face à ça. Ce sont des comportements humains qui existent et on n'est pas dans un monde de bisounours.
ça, je pense aussi qu'on peut tous le concevoir quand on on a vécu beaucoup de choses dans sa vie ou qu'on a fait beaucoup de parties jeux de rôle. Nous devons pouvoir être capables de gérer les choses. Et gérer les choses, ça nous montre aussi un certain rôle de qualité et de nécessité à devoir gérer ce qui ne va pas. Voilà, je te repasse la parole. Et si jamais Alex, Clément ou Kosa, vous voulez intervenir, n'hésitez pas vraiment, vous êtes les bienvenus. J'ajouterais par rapport à ce que tu disais là que, et évidemment, je trouve que tu as totalement raison. Et j'ajouterais qu'en fait, pour recadrer quelqu'un ou pour éventuellement aller jusqu'à bannir quelqu'un si ça devait arriver, euh, en fait, ça pose de multiples questions qui sont déjà la question de l'autorité. C'est-à-dire que moi, je passe toutes mes parties à dire, c'est pas parce que je suis meugeux, je suis pratiquement toujours meugeux, enfin, en tout cas dans mon expérience, c'est vraiment 90% des fois. C'est pas parce que je suis meugeux et que j'ai de fait un rôle d'arbitre et d'animateur de la partie que c'est moi qui vais décider, par exemple, les dates auxquelles on va jouer, que les gens qui vont participer, etc. Même si j'ai mon mot à dire, bien sûr, il ne s'agit pas de dire je m'éclipse totalement, mais en attendant, c'est pas non plus moi qui vais être le chef de la partie, quoi. C'est une partie collective. Et moi, je suis beaucoup dans l'idée que il y a une notion de collectif en fait, et que on est tous co-responsables de la partie parce que les PJ ne sont pas là comme des consommateurs pour venir manger ce que le jeu leur a préparé et pour après dire si c'était bon ou pas, mais pour venir faire la cuisine ensemble en fait. Et cette cuisine, elle est vraiment collective. Et donc, du coup, par rapport à ça, bannir ou pas bannir et tout, ça pose la question aussi comment dire, voilà, du partage de l'autorité dans une partie donnée. Et du coup, j'ajouterais par rapport à ça, en fait, la décision du bannissement ou pas, elle doit être collective. Et également, le meneur, même si, ou la meneuse, même si on a dit ça, c'est-à-dire qu'il y a un partage de l'autorité, son veto en disant moi je suis mal à l'aise, alors cette personne qui divague complètement et qui dit n'importe quoi à ma table, et tu vas nous partager ton expérience, Max, je pense qu'il est assez édifiante à ce niveau-là. En fait, l'avis du jeu est quand même pertinent, c'est-à-dire on a le droit de dire moi je ne veux pas jouer avec cette personne ou dans ces conditions, quoi. Donc à la fois il faut partager l'autorité et en même temps on est aussi légitime à donner son avis. Mais du coup, et oui, Elna, j'ai bien vu que tu souhaitais parler, donc je termine ma phrase, puis après tu es la bienvenue. J'ajouterai également que en ce qui concerne le bannissement ou le recadrage de quelqu'un, et ça vaut dans le jeu de rôle, ça vaut pour les PJ, mais ça vaut de manière générale un peu, je pense, dans beaucoup de situations sociales, les gens sont beaucoup plus, à mon sens, d'accord et vont beaucoup plus consentir à un recadrage dès lors que ce recadrage prend pour base ce qu'ils ont eux-mêmes ratifié au départ. Plutôt que tu parlais de cadre moral ou enfin, tout à l'heure, Max, tu disais voilà, qui choque les bonnes mœurs, ou je ne sais plus comment tu l'as dit, mais voilà, un comportement qui va déborder de ce qu'il est acceptable. En fait, je pense si le cadre est implicite, par exemple, on ne doit pas tenir de propos homophobes, moi c'est un cadre qui me paraît évident. Mais si quelqu'un commence à en tenir à ma table et que je lui dis non mais tu te rends bien compte qu'on ne peut pas dire des trucs homophobes, il va dire non mais pour toi, mais moi je vois pas où est le problème, c'est des plaisanteries, etc. Enfin un peu tous les trucs qu'on entend sur ça par exemple habituellement. Et donc la question c'est de dire dès le départ, par exemple, si on fait dire à tout le monde quasiment, alors on revient à l'éternelle question du contrat social, mais en disant on ne joue pas pour mettre les autres mal à l'aise. Est-ce que tu es d'accord sur le fait, c'est pas un contrat qu'on va signer, hein, mais quasi quoi. Est-ce que tu es d'accord que tu joues pour que tout le monde profite de la partie et pas pour mettre les autres mal à l'aise? Tout le monde va dire oui, sans doute, hein, c'est un peu les conditions générales qu'on signe sans trop les regarder. Puis après, quand il y aura un problème, on dira oui, mais regarde, tu as dit tout à l'heure que, enfin, au début de la partie, que tu ne voulais pas mettre les autres mal à l'aise. Là, en l'occurrence, je te dis que ça met les autres mal à l'aise. Donc, peux-tu modifier ton comportement? Et si tu ne le fais pas, bah, tu encours potentiellement de te faire dégager parce qu'en fait, tu ne crées pas un espace safe pour les autres, quoi. Oui, et là-dessus, je voulais reparler, qu'on en a parlé en plus. Le principe de la responsabilité, on a oublié de le citer, donc je le profite de mes récits, parce qu'on est toujours dans comment identifier. La responsabilité n'est pas de groupe quand c'est une personne qui prend elle-même la charge d'avoir ses propos homophobes, d'avoir ses propos racistes, et que ça déplaît à la table et qu'on lui fait signaler aussi, qu'on est totalement révolté par ça. Mais la responsabilité de la personne qui... On arrête à 10h55, mais on avait encore 1 heure, il me semble bien. Non? 13h55, oui, excuse-moi, ça va. Oui, c'est La ça. responsabilité de la personne qui a dit ses propos. C'est elle qui est responsable. Il faut aussi que les gens qui sont dans le groupe, autour de la table, dans une zone, qui ont été aussi choqués et qui ont été
touchés parce qu'il s'est passé ne sont pas responsables. Comme tout le monde, quand les mots sortent de ta bouche, tu as effectivement, prends la responsabilité. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent quand on était enfant, tourner cette fois sa langue dans sa bouche peut parfois être utile, sauf si tu joues un rôle où tu le joues bien effectivement et que tout le monde est d'accord. Mais quand ça dépasse le consentement mutuel et que ça va dans une chose où personne n'est d'accord, la responsabilité est de la personne qui a commis l'acte. Ça, c'est très important. Et surtout, c'est dans les exemples que je voulais, qui sont assez durs aussi, que je voulais exposer. Et donc, si jamais c'est trop dur, n'hésitez pas à quitter, je pourrais comprendre. Mais voilà, on va aborder ce thème-là si tu veux. Si tu es d'accord, on va commencer à aborder le thème des exemples vécus. Il y a un exemple que moi, je vais développer, que j'ai vécu, un exemple qu'un MJ dont je parlais tout à l'heure a vécu. Donc, je trouve que c'est très important là aussi. Il se fait que pendant la période du Covid, j'avais effectivement, comme beaucoup d'entre nous, arrêté de faire mon jeu. J'avais un groupe assez sympathique et il y avait un joueur qui jouait, je prends dans les clichés que tout le monde comprendra, un genre d'impérial de l'empire de Warhammer. On n'aime pas les mutants, on n'aime pas les hérétiques, et qui avait consenti de jouer quelqu'un qui remettait en question ces choses-là et qui s'adaptait au groupe et qui devenait un mercenaire. Donc, il avait quitté les siens parce qu'il l'avait trahi et il était en plein questionnement et il rejetait tout ça et il était déjà avec 2 mutants dans le groupe, dont un lépreux. Les lépreux dans mon univers sont des personnages à genre, mais qui ont effectivement des maladies. Et qui sont un peu comme les aliens qui ont du sang acide. Comme ça, vous voyez le lien. Et lui s'intègre à ce groupe, le joue bien, on fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas de soucis, et on prend cette période de pause pendant le Covid, puis je dis, écoutez, on va rejouer via Discord. Et il se fait que on reprend nos personnages, et puis le gars commence à avoir des paroles. Et nous sommes là en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis ça continue. On lui dit, mais ça va pas, mais tu vas arrêter, on n'est pas d'accord. Et le gars commence ensuite à nous engueuler et nous insulter. Et dans tous les mots qu'il avait dit, il y avait du racisme, de l'antisémitisme, ce qui personnellement m'a beaucoup touché parce que j'ai des origines juives, et plein d'autres insultes et du style « c'est moi qui décide, vous n'avez rien à me dire, je décide, je suis la personne, je l'ai décidé, c'est dans les règles ». Et nous étions tous là face à nous pour nous rendre compte qu'il y a un problème. Et de plus, le gars nous a pris en otage aussi avec ça. Il a fait ça dans un live. Donc, la personne, sans nous prévenir, sans nous demander notre consentement, sans non plus respecter les règles de la partie, délire totalement. Et on essaye de régler ça en disant « mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? On n'est pas d'accord, mais tu ne peux pas publier ça, mais ça ne va pas, mais on n'est pas d'accord, enlève ça, vire ça. » Et il continue. Il se fait que tout le monde s'engueule, puisque dans une partie, tu ne sais pas contrôler les personnes qui sont à distance. Et le gars, à la fin, part en disant « ok, ça va, essayer ça », mais ne fait rien. Pendant 3 jours, il a laissé sa vidéo publiée pour laquelle moi et mon médiateur, on a essayé de le contacter. Et quand nous l'avons eu finalement au bout du téléphone, le gars justifiait ses propos, les trouvait drôles, et nous invitait à rencontrer les gens qui avaient trouvé ça drôle avec lui lors de sa partie. On a essayé, mon médiateur et moi, de lui faire entendre raison pendant de nombreux jours. Elle appelait et dire « mais ça ne va pas, mais remets-toi en question ». Mais à aucun moment, la personne ne s'est remise en question. À aucun moment, la personne n'a montré de signes de, comment dire, de remise en question. Et à aucun moment, quand on l'a un peu stalké pour voir ce qui se passait, nous avons vu un comportement sain dans sa parole. Il était souvent en contact avec d'autres personnes et il rigolait de choses horribles où il avait un comportement inadmissible finalement, même sur ces lives qu'il faisait. Donc, mon médiateur et moi, on s'est pris rendez-vous, on a dit, on a essayé ça, il ne veut pas se remettre en question, il ne veut pas s'excuser. Il justifie même ce qu'il a fait, on l'exclut. Dans ce genre de cas, la seule solution ne pouvait être que l'exclusion, puisque la personne que tu as en face de toi n'a plus de conscience psychologique, et même je crois que c'était un problème psychiatrique qu'il avait, plus de conscience psychologique de ses actes, la notion de bien, de mal, la notion de ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et ça, c'est important aussi, quand ce genre de cas arrive, et que tu n'arrives pas à faire entendre raison à la personne, tu l'exclus.
Et nous avons aussi pris position en expliquant bien sur nos parties que nous ne voulons plus ce genre de choses, que nous ne consentons pas à ce genre de propos et que quelqu'un qui a des comportements de l'extrême droite et qui les valide n'est pas le bienvenu à nos parties, ni dans notre univers. Donc ça, c'est la première chose que moi j'ai vécue, que nous avons gérée, où nous avons pris une décision qui était juste et proportionnée. Et puis de l'autre côté, je parlais aussi d'un autre comportement qui m'a été donné par l'OMJ dont je parlais tout à l'heure. Il a eu une personne qui, à ses parties de jeu, s'amusait à chaque partie à faire du mal aux prostituées. Et ça, c'est très problématique. Ça, c'est très problématique parce que ça a mis mal à l'aise la partie. Et donc, le maître du jeu est retourné vers ses joueurs en disant « ça va, ça s'est bien passé ». Et en amont, là, les gens disent « non, ça fait plusieurs parties que la personne s'attaque systématiquement aux prostituées. Nous, ça nous met mal à l'aise. Ça nuit à la partie. » Et dans ce genre de cas, c'est très important d'également faire appel à de la médiation. Et c'est ce qu'il a fait. Il a appelé de la médiation une personne extérieure pour faire entendre raison à son joueur. Son joueur n'a à aucun moment remis en question ses actes et a expliqué qu'il était volontairement d'accord avec le mal fait aux prostituées parce qu'il le désirait dans sa vraie vie. Et là, de nouveau, c'est de nouveau un cas très dur qui mérite peut-être un suivi psychiatrique, mais la seule solution, de nouveau, a été, voilà, tu as un problème, c'est pas dans ma partie de jeu que tu vas résoudre ça, tu dois être exclu. Là, chose assez intéressante, le joueur l'a accepté. Savoir s'il a été suivre des soins thérapeutiques, c'est autre chose, c'est sa vie privée. Malheureusement, ça ne nous regarde pas, mais c'est parfois le cas, je pense, pour beaucoup de ces gens qui pètent des câbles. Et ça, j'en avais discuté avec toi, je pense même qu'il faudrait peut-être un jour avoir un suivi là-dessus sur ces gens qui ont des problématiques pour pas qu'ils continuent à avoir ce genre de choses et qui polluent ou qui dérangent ou qui provoquent un danger pour la société, puisque certains de ces cas psychologiques ou psychiatriques méritent vraiment que la médecine s'y intéresse. Mais c'est ça qui est très important. En tant qu'être humain, on ne décide pas toujours de ce qui se passe. On a ce genre de comportement qui arrive. On doit pouvoir le gérer. Et le gérer, ça demande d'abord du dialogue. Ça demande de se comprendre ce qui se passe et aussi que l'autre reconnaisse ses torts et s'excuse. Et si tout ça n'est pas faisable et s'il y a des troubles vraiment psychiatriques ou psychologiques, il faut l'exclure. Et ça, je trouve, c'est très important. Et tu me dirais que c'est un peu autoritariste, mais je te dirais, je connais des sociétés philanthropiques anarchistes qui ont ce même principe. Si quelque chose déroge aux règles qu'on a mis ensemble de bienséance, de vie commune, si quelque chose va à l'encontre de tous nos principes, l'exclusion est la solution. C'est une solution comme une autre, mais elle doit être prise quand c'est nécessaire. Et si une personne, effectivement, regrette ce qu'elle a fait, regrette ce qu'elle a dit et veut faire amende honorable et s'excuser, que ce soit publiquement ou à tout le groupe, il faut aussi lui permettre de faire ça. Parce que si une personne n'avait pas compris qu'elle avait mal fait les choses, qu'elle avait des propos intenables, que ça pouvait choquer les autres, si elle le réalise, elle peut aussi avoir la chance de me faire marche arrière et de dire, ben voilà, j'ai débordé. Mais ici, dans les deux cas je prends de deux cas extrêmes, parce que je pense que c'est très important de le dire, et nous sommes aussi des gens qui doivent prendre des responsabilités quand on joue, et de dire que quand les personnes prennent des actes ou ont des mots malveillants, il faut prendre des décisions, parfois dures aussi. Et elles sont nécessaires. Voilà, c'était les deux exemples que je voulais mettre. Je ne sais pas si Alex, Cosa, je crois qu'une personne nous a quittés. J'espère qu'elle n'a pas été trop choquée. Sinon, elle peut toujours revenir vers nous pour qu'on la rassure que notre comportement ici est sain et ne doit pas la blesser ouvertement. Je te remets la parole. Merci pour tes exemples. Alors, moi, je n'ai pas vécu de cas comme ça, mais ça me... Parce que je joue essentiellement en fait, avec des amis et pas en ligne, enfin très peu en ligne, mais en tout cas avec des gens que je connais très bien. Donc il y a en fait assez peu ce risque parce que je pense que c'est un risque qui peut arriver plus en convention, en jeu en ligne ou en association avec des gens qu'on connaît peut-être un peu moins. Mais après, on n'est jamais à l'abri, donc peut-être pas tant que ça. En fait, pour moi, ça me rappelle aussi un élément qui était dans les discussions qu'on avait pu avoir en ligne il y a quelques temps, parce que ça fait quelques années que ça tourne maintenant, autour de la X-Card.
et avec donc des gens qui arguaient qu'ils ne voulaient pas jouer avec la X-Card pour deux raisons. La première étant que c'était pas dans les règles, et que donc, en gros, les règles étant la Bible de ce qui est possible ou pas dans la partie, ils ne voulaient pas qu'on rajoute une règle qui n'était pas dans le bouquin. Donc là, il y a un truc très simple, hein, c'est déjà, c'est les participants autour de la table et les participantes qui sont les seuls capitaines de ce qui se passe sur la table. Ils ont le droit de modifier les règles s'ils le souhaitent, surtout si c'est des lacunes dans le jeu. Et l'autre solution, c'est j'invite les auteurs et autrices de jeux qui pourraient nous écouter à mettre la X-Card dans les règles du jeu, comme ça réglera définitivement le problème. Et donc, l'autre argument, c'était de dire je ne veux pas jouer avec la X-Card parce que, en gros, ça peut nuire à mon roleplay. C'est-à-dire que je joue mon personnage comme je l'entends, et quelqu'un parmi les participantes et les participants autour de la table a le droit de m'en empêcher en brandissant cette carte, et donc, sous-entendu, ce sera fait de manière abusive, c'est-à-dire que dès que je ferai quelque chose qui ne convient pas, par exemple, si je sais pas, mon personnage est en train de faire les poches d'un autre PJ, il va prendre la X-card pour dire non, t'as pas le droit de faire les poches, je t'en empêche. Bon, donc ça sous-entend que, bien sûr, les gens ne sont pas de bonne foi quand ils participent à un jeu de rôle, ce qui est un peu dommage. Mais à la limite, bon, pourquoi pas. Mais moi, en fait, ce que je voudrais répondre à ça, plus directement, c'est refuser d'utiliser des outils de ce style. Et puis alors, ouais, il y a un troisième argument aussi, c'est de dire je n'ai jamais eu d'accident, alors pourquoi utiliserais-je la X-Card? Donc ça, c'est pareil, hein, ça consiste à dire pourquoi je mettrais la ceinture de sécurité, parce que j'ai jamais eu d'accident de voiture. Bah, on met la ceinture de sécurité au cas où on en aurait un, justement. C'est pas dans l'hypothèse qu'on en a à chaque fois qu'on conduit, quoi. Bon, enfin bref, mais l'argument qui consiste à dire ça va m'empêcher de jouer mon roleplay comme je l'entends, et donc ça donne un pouvoir des autres participantes et participants autour de la table sur mon propre roleplay, sur mon propre jeu. Finalement, ça consiste à dire je ne vois pas pourquoi pourquoi on pourrait m'entraver puisque je suis le seul maître à bord de mon perso. Et en fait, ça consiste à dire aussi mon roleplay vaut plus, et mon désir de jouer comme je l'entends, y compris, alors sans aller sur des cas pathologiques, hein, parce que ça, à mon avis, c'est encore autre chose, mais quelqu'un qui dit, moi, voilà, j'ai envie de jouer. Oui, j'ai pris des cas extrêmes, je suis désolé, mais ce sont deux gros cas que je trouvais qui doivent être traités parce qu'on ne traite pas souvent des cas extrêmes. On en Bien parle sûr. sans vraiment entrer dans les détails. Ah non, mais bien sûr, tu as raison. Mais dans un certain nombre d'autres cas, c'est pas forcément pathologique. Mais disons qu'on peut avoir des gens comme ça qui disent voilà, je ne veux pas permettre à un outil de sécurité émotionnelle de couper mon roleplay parce que moi, je décide que je joue comme je l'entends, quoi. Et à partir de là, en fait, ça consiste à dire votre bien-être autour de la table, vous, mes camarades de jeu, vous, les autres personnes avec qui je partage une partie de jeu de rôle, votre bien-être et la capacité que vous avez, ou la possibilité que vous avez de vivre à un instant qui soit sécure, qui soit agréable et qui soit mutuellement profitable sur le plan intellectuel, émotionnel, etc., m'importe moins que ma propre volonté de faire ce que je veux. Donc en fait, c'est vraiment, je place ma liberté personnelle d'agir comme je l'entends avec n'importe quel thème, n'importe quel type de jeu, n'importe quelle thématique à travers mon personnage et tout, bien au-dessus de quoi que vous puissiez dire, quoi que vous puissiez ressentir, etc. Donc en fait, c'est le truc le plus égoïste du monde, c'est de dire je me fous de ce que vous pouvez ressentir ou penser, je ne veux pas utiliser la X-Card parce que moi, mon roleplay vaut par-dessus tout, etc. Bon, soit dit en passant, en plus, c'est rarement. Enfin, c'est un peu un argument de mauvaise foi, c'est comme l'argument de la vraisemblance historique. C'est-à-dire que les gens qui veulent absolument tenir des propos racistes dans le On jeu avait parce que discuté, oui. soi-disant, voilà, soi-disant à cette époque, enfin, je pense à Cthulhu, à Névin, alors voilà, c'est une époque qui était beaucoup plus conciliante, on va dire, avec les propos antisémites, racistes, etc. Alors, il y a pas mal de gens qui prennent cet argument de dire, voilà, moi je veux pouvoir tenir des propos antisémites ou racistes parce que c'est une époque dans laquelle c'était courant, mais par contre, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait des monstres d'outre-espace et des entités Lovecraftiennes dans la partie, parce que ça, il n'y a pas de problème de vraisemblance historique, quoi. Donc, enfin, c'est un argument qui est de totale mauvaise foi, tout comme l'argument de dire voilà, je fais ce J'avais un jeu et. exemple là-dessus, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, Si dis-moi. je me permets de t'interrompre. On va Vas-y, parler vas-y. aussi de ce que Alex a marqué, parce que Alex, c'est intéressant ce qu'il a dit. J'ai une fois le cas où j'ai entendu parler de ça. Il y avait un jeu de rôle grandeur nature où les gens devaient jouer une époque de cow-boy. Et il y avait un des joueurs qui voulait jouer en chaise roulante, un vieux colonel de l'armée sudiste, avec son esclave à côté de lui.
et le gars était d'origine africaine. Et tous les deux avaient consenti ensemble au rôle avec les limites. Pas d'insultes racistes, de respect, te traiter comme un employé, mais pas comme un serviteur, jouer le jeu, mais en même temps, avec un certain nombre de règles qu'ils avaient mis en commun pour éviter que ce soit dénigrant, que ce soit insultant, mais pour rester dans une réalité historique, tout en ayant pris des limites. Et donc ça, si effectivement les deux personnes sont consentantes, qu'elles y consentent, et qu'ensemble elles prennent des limites pour éviter des débordements, et aussi prévenir les autres, vous ne le traitez pas comme un esclave, c'est une personne qui est de mon domestique, vous faites attention, je me suis trompé au début, oui, donc il jouait le domestique. Donc tout ça avait été mis en place pour éviter que la personne ne soit considérée comme esclave, qu'elle ne soit insultée, qu'elle ne soit, comment dire, dénigrée par les autres. Et donc ça, c'est aussi important. On peut jouer un jeu sans entrer dans une phase où il y a un dénigrement, où il y a vraiment du racisme exprimé. Voilà, je veux juste intervenir là-dessus et peut-être parler de, je ne sais pas si tu veux le faire, de parler de où je le fais. Je n'ai pas vécu ce cas, comme ça disait, au cours de mes parties. Par contre, durant mes années lycéennes, on avait arrêté de jouer à certains types de jeux comme c'est Itimissa Est, Magna Veritas, je pense, c'est ça. Notamment car un ami était catholique pratiquant et avait du mal avec le second degré de jeu. Désolé, oui, ok. Ça. Oui, effectivement, ça c'est aussi important. Et c'est un cas aussi qui peut nous ramener aussi sur un autre questionnement qui fait partie du jeu de rôle. C'est effectivement si ça touche, si tu n'arrives pas à jouer la suspension d'incrédulité, consentie d'incrédulité, à un moment donné, tu peux mettre des règles en place pour éviter que ça déroge. Mais il faut que le joueur, toute la table, soit d'accord. Et ça, c'est important parce qu'il faut toujours marquer un respect à ça. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, quand on fait parfois certains jeux de rôle, notamment quand il y a des démons ou des créatures mythologiques, ou, je vais y arriver, ou des choses touchant à la religion, nous exerçons ce qu'on appelle le droit du blasphème. Nous remettons en question ce qui peut choquer. Et effectivement, si à ta table, tu dis « Ok, j'ai un problème, un de mes joueurs ne veut pas jouer avec ça, est-ce que le reste de la table est d'accord? Est-ce qu'on aborde ça d'une autre manière pour que lui puisse se sentir intégré ?» Tu peux tout à fait le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a le droit d'exercer le droit du blasphème que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire une table où tout le monde peut se sentir en sécurité et être à son aise. Moi, personnellement, il y a aussi des thèmes religieux que je ne veux pas aborder. Tout ce qui touche le judaïsme, je ne veux pas aborder parce que je sais que les gens ont des comportements antisémites. Et qu'on le veuille ou non, si quelqu'un me dit « tu vas jouer le rabbin », je vais regarder à deux fois parce que je ne sais pas comment ça va être pris. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de la bouche des autres. Et donc, tout ça pourrait être effectivement moi-même me blesser ou m'empêcher de dormir. Et donc, effectivement, à ce moment-là, moi-même, je me mets une limite. Non, ça, je ne joue pas. Et du coup, par rapport à ça, en fait, je trouve que c'est très intéressant et en fait, les limites de chacun et de chacune, lui, appartient. C'est-à-dire que, si pour certains, c'est les thèmes, religieux ou si c'est, pour d'autres, la violence ou tel type de violence et cetera. Moi, je trouve que c'est dans tous les cas, les limites de chacun sont légitimes. Le jeu de rôle, c'est un loisir, et il y a aucune raison de se forcer à se coltiner des thèmes qu'on n'a pas du tout envie d'aborder et une manière de faire qui va tourner en dérision quelque chose qui est important pour soi, etc. Il n'en demeure pas moins, à mon avis, que ça dépend pas mal des situations quand même. C'est-à-dire que là, Alex, dans le témoignage que tu nous envoies, où tu dis on a arrêté de jouer à certains types de jeux, et notamment INSMV, donc le nom, hein, je le redis, c'est In Nomine Satanis Magna Veritas. C'est un jeu où on joue des anges et des démons au second degré qui se battent pour le contrôle de la Terre, avec une espèce de décorum catho, plus ou moins catho, mais au second degré. Donc qui tourne en dérision, hein, la religion, ça c'est sûr. Donc en fait, il est parfaitement légitime de la part de cet ami de dire moi j'ai pas envie de jouer à ça parce que franchement ça me heurte, puis ça tourne en dérision un truc, ou juste hein, sans que ce soit je suis blessé profondément, mais juste ça m'intéresse pas et ça me fait pas rire. Bah, très bien, mais dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit au moment où vous jouez à ça, il y a une palette d'autres jeux sur la table et vous dites bah voilà, en fait on avait évoqué de jouer à ça, mais parmi d'autres jeux, et donc en fait il n'y a pas de problème, on va changer et puis prendre un truc qui nous dit bien et qui est peut-être moins
problématique, ou alors dire, bah non, en fait, nous, on tient à jouer à ça parce que c'est vraiment un jeu qui nous plaît beaucoup, on a très envie d'y jouer, etc. Et dans ce cas-là, cet ami, à mon avis, c'est aussi sa responsabilité de pouvoir se mettre un petit peu à l'écart en disant, bah du coup, je vous rejoins pour la campagne d'après, mais là, en fait, moi, en fait, je vais pas mettre un veto sur ce que font les autres non plus, quoi. Et là, c'est de la discussion, hein. De toute façon, le maître mot de toutes ces questions-là, c'est beaucoup la discussion entre personnes. C'est-à-dire, bah, en fait, voilà, si moi je vois qu'il s'apprête à jouer un truc d'horreur abominable, extrêmement violent, etc., et que moi j'ai pas du tout envie de jouer à ça, et ben, s'ils ont très envie d'y jouer, si c'est parmi d'autres choses, et puis bon, on peut prendre un terrain d'entente qui plaise à tout le monde, et ben, très bien. Mais en même temps, si ils ont très envie d'y jouer, je vais pas non plus leur mettre un veto, quoi. Moi, je dis ça parce que je suis souvent meugeux et j'ai différentes tables de jeux pour lesquelles je propose des parties. Enfin, je conçois un peu mon idée de partie, j'ai mon concept en tête, je suis assez chaud sur un truc, et que du coup, bah, parfois, je recrute un petit peu des joueurs et des joueuses liés à cette envie-là, et que certains vont me dire non, mais moi, c'est pas mon dada, je préfère des trucs d'un autre style, hein, tout simplement, plus détendu, peut-être moins premier degré ou autre. Et en fait, c'est légitime, mais du coup, en fait, il y a un terrain d'entente pour à la fois pas bloquer ceux qui veulent faire quelque chose, et en même temps pas non plus forcer ceux qui ne voudraient pas à le faire quoi qu'il arrive, quoi. Et donc, du coup, je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport à ça, et ça rejoint un petit peu le témoignage que tu nous donnais, Max, tout à l'heure, et aussi celui d'Alex sur la religion. C'est-à-dire que, alors INSMV, je connais de réputation, j'ai jamais joué, mais a priori, c'est un jeu qui est quand même très second degré, très décontracte, et qui ne va pas aborder la religion sous l'angle réaliste, on va dire. Enfin, pour moi, c'est de la religion au même titre que je ne sais pas, certains films d'horreur qui vont utiliser tout un ensemble de décors à base de crucifix et autres, mais dans lequel la religion est un thème finalement de pure déco, quoi. En fait, c'est ce que j'appellerais la fantaisie versus les effets de réel, quoi. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur, par exemple, le fait de jouer des personnages racistes, etc. Il y a un mot de Johan Scipion, qui est l'auteur du jeu que j'adore, enfin, c'est un de mes jeux préférés, Sombre, qui sert à jouer des films d'horreur, enfin, l'horreur comme dans les films. Et en fait, lui, ce qu'il disait, c'est que dans ses scénarios, il mettait jamais la possibilité de jouer, par exemple, des nazis, quoi. Quand il mettait des nazis, c'était uniquement des PNJ, donc joués par le meneur. Et encore là, il était assez réticent parce que lui-même, quand il masterise, il sait bien que il contrôle ce qu'il fait, mais comme c'est des jeux qu'il publie, il ne sait pas comment d'autres meneurs vont s'emparer du truc, quoi. Et en même temps, les nazis, c'est un espèce d'élément à la fois historique, gravissime, avec des opinions et des idéologies intenables, et en même temps, c'est aussi un élément pop culturel aujourd'hui, ce qui peut être très problématique, hein. On peut très bien critiquer ça sous l'angle vraiment, enfin, ça peut être très gênant, quoi. Oui, Et si on comme ce que pense en les sortir, Finnois font, les films finnois, là, Fallen Sky, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Iron Sky, ouais. Iron Sky, oui, Ouais. tout à fait. Oui, alors voilà, des films comme Iron Sky ou même comme Indiana Jones, hein, ou Inglourious Basterds de Tarantino, c'est des films qui vont présenter les nazis comme une espèce de méchants absolus, avec un décor qui va avec un ensemble d'éléments reconnaissables, et qui vont être les ennemis qu'on va combattre absolument, quoi. Et à la fois mettre ça en scène sous l'angle un peu série B, second degré, etc., c'est pas du tout la même chose que de traiter la question du nazisme, en fait. Traiter la question du nazisme en termes d'idéologie, en termes d'actes barbares, de crimes contre l'humanité, etc., c'est pas du tout la même chose que de mettre vaguement des sortes de décors qui rappellent un peu cette imagerie-là, quoi. Et en même temps, on peut très bien ne pas avoir envie de la mettre en scène à cause du fait que justement, c'est lié à des questions historiques de crimes contre l'humanité, d'idéologie nauséabonde, etc. Tu as Mais du raison, coup, mais ça, j'avais ouais, abordé hier, là, je t'interromps 2 secondes. Il y a effectivement un maître du jeu de grandeur nature en Belgique qui organise des murders sur le thème, effectivement, Cabaret 1933, la victoire du nazisme, pour montrer aux gens ce que c'était. Et c'est une préparation avec, j'appelle ça moi l'école allemande du jeu de rôle, parce qu'il reprend également Luftballon, où là tu vis l'autre partie, c'est-à-dire les jeunes qui essaient de fuir le bloc de l'Est en 1985-86. ouais. Donc il fait les deux ensemble pour que les gens réalisent ce que c'est que le totalitarisme. Effectivement, si tu as une envie de montrer aux gens ce que c'est et de leur faire comprendre le danger, que c'est bien encadré, que ça reste aussi en vase clos, parce que le truc ne doit pas être non plus à la vue dessus, au vu et au su de tous. Ça doit vraiment rester quelque chose d'initiatique pour comprendre le danger des extrémismes. Ça, c'est aussi important. Là, oui, on doit avoir une tolérance. Ridiculiser, moquer, caricaturer le méchant en étant le nazi, c'est possible aussi. C'est quelque chose, je pense, qu'on a tous fait.
Et parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a la pop culture, ça le montre. Le méchant, c'est souvent le nazi. Et c'est vrai que c'est entré chez nous pour nous faire comprendre que c'est vraiment en danger. De l'autre côté, si on va dans l'Est de l'Europe, le méchant sera le communiste. Il faut aussi voir Ouais, aussi dans la pop de culture de chacun. totalement. Et en fait, à partir de là, enfin là, c'est des exemples de jeux dont le propos, alors je connais pas, hein, les exemples que tu cites, mais c'est des jeux dont le propos est de déplier cette réalité historique pour amener à prendre conscience. Et ça, c'est du jeu pédagogique. Enfin, en tout cas, il y a une dimension pédagogique, etc. Mais ce que je voulais dire par là également, c'est par rapport aussi à ce que tu disais sur la prostitution tout à l'heure, c'est-à-dire un joueur qui s'en prend systématiquement aux prostituées PNJ ou autres qui pourraient être dans l'histoire. En fait, à partir de quel moment, pourquoi est-ce qu'on décide aussi de mettre des prostituées dans une histoire de jeu de rôle, en fait? Moi, j'y vois deux possibilités. C'est soit parce qu'on a réellement envie de déplier cette thématique et donc de parler de ça, etc., comme dans les jeux que tu cites sur le nazisme et les idéologies totalitaires, etc., où on va vraiment vouloir aborder ce thème pour l'explorer, tout ça. Et dans ce cas-là, les garde-fous sont plus qu'indispensables, avec vraiment des ceintures de sécurité, le consentement à tous les étages, tout le temps, etc., parce que ça peut déraper vraiment très facilement. Et en même temps, le deuxième cas, c'est plutôt ce que j'appellerais un espèce d'effet de réel, un espèce d'effet on va dire, de densifier l'univers en disant, bah, on est dans une ville un petit peu. Enfin, je prenais un exemple quand on en parlait l'autre jour, mais c'est par exemple si tu veux donner un effet un peu de ville pirate dans un jeu comme Septième Mer ou Pavillon Noir, en disant ah bah voilà, c'est la ville des pirates, c'est un peu Tortuga, et donc c'est un peu sulfureux, donc je vais rajouter quelques lupanards et quelques prostituées dans les coins parce que ça donne un côté sulfureux. Ça, c'est du décor. En fait, on n'a jamais eu l'intention d'explorer réellement le thème en question. C'est comme dire, bah, on va jouer à Cthulhu dans les années 30, et donc je vais mettre quelques nazis dans les coins parce que c'est un peu l'époque. Bah ouais, mais dans ce cas-là, ou alors on ne le fait pas parce qu'on n'a pas envie d'aborder ces thèmes-là et que ça tend trop de perches au dérapage, en fait. Oui, et puis c'est aussi le thème des bas-fonds, hein. Les bas-fonds, ça reste une thématique où, effectivement, on va mettre les gens qui vivent dans ce qui est considéré comme un bas-fond. On va mettre les voleurs, les anciens criminels, on va mettre différents types de mafias, on va mettre effectivement la prostitution, on va mettre le reste du monde de la nuit. Et donc, Ouais. c'est effectivement, est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Et qu'il y a eu un débordement de la part du joueur, et je pense que c'est ce que le MJ m'avait expliqué. Ils étaient dans les bas-fonds et le joueur a eu un débordement total, quoi, où ils voulaient systématiquement aller voir les prostituées pour leur faire du mal. Donc, on quittait le cheminement du jeu, de la quête du jeu. Parce que c'est ça aussi. Si quelqu'un a des problèmes aussi traumatiques, je veux dire, ou psychiatriques, je vais le redire parce que je trouve que c'est très important, et je t'en ai déjà parlé, ça doit être traité par des spécialistes. Oui, oui. Le jeu de rôle, encadré par des spécialistes, existe, mais nous ne sommes pas, quand nous faisons des parties normales, où nous devons avoir le consentement à table, dans une partie où on fait un traitement thérapeutique d'une personne. Et donc ça, c'est aussi important de bien distinguer ce qu'est la responsabilité de chacun, où elle s'arrête, où elle commence, celle de l'autre. Et là, quand c'est le joueur qui fait ce genre de choses, c'est sa responsabilité. Et c'est lui qui doit aller suivre un traitement, mais à ce moment-là, c'est sa vie privée. Et donc là, c'est les limites de notre responsabilité aussi. On lui a fait comprendre, on lui a fait entendre raison ou pas en lui disant là, ce que nous pensions, c'est à lui à prendre ses responsabilités et aller se faire soigner. N'hésitez pas à intervenir également dans le chat si ce qu'on dit soulève des remarques, des questions ou des envies de témoigner sur quoi que ce soit. N'hésitez pas évidemment à prendre la parole ou à la demander, on vous l'accordera sans problème. Vous êtes les bienvenus. Pour, Oui, et à réagir dans le chat, n'hésitez pas non plus. Si vous n'avez pas envie de montrer votre visage, vous avez des problèmes de connexion comme Alex, faites-le. S'il y a une thématique ici ou un cas que vous connaissez qui a été mal géré aussi, parce que ça nous permet maintenant ici, comme on est dans la partie où on voudrait avoir le dialogue avec vous, il peut y arriver qu'on gère mal les choses. Il peut arriver qu'il y ait des dérapages qu'on n'ait pas contrôlés. Et comme je le disais, ça fait partie aussi de l'erreur en tant qu'être humain. S'il y a quelque chose qu'on a mal géré ou qu'on manquait ou qu'on n'avait pas d'encadrement ou qu'on n'a personne à qui nous aider, parce que ça peut arriver que vous soyez MJ dans votre petit village, que vous ne connaissez pas d'autres MJ. Ça vous est peut-être arrivé aussi de mal gérer un truc et puis de vous rendre compte, merde, j'ai mal fait ça, j'aurais dû faire comme ça. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on apprend de ses erreurs. En attendant de voir si on a des questions supplémentaires dans le chat ou des témoignages ou des remarques, moi je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est encore un bon exemple, je pense, de cette notion de violence avec le curseur de violence et l'envie de le mettre à différents endroits. Tu parlais du post-apocalyptique tout à l'heure. En fait, le post-apo, c'est un très bon exemple de ce Oui, genre de cas potentiel,
parce que le post-apo, ça peut être, enfin, c'est un genre de SF très populaire, très connu, en plus très à la mode en ce moment. Et en fait, ça peut être joué de plein de manières. En jeu de rôle, il y a pas mal de jeux post-apo, il y a Vermine, il y a Dead Genesis, il y a, je parlais tout à l'heure de Inflorenza et Milvaux, donc l'œuvre de Thomas Munier, etc. C'est autant de jeux post-apo, il y a Bitume, enfin bon, je ne les cite pas tous et puis je ne les connais pas tous de toute façon. Mais en fait, dans certains cas, on est dans l'ordre du décorum et les thèmes lourds n'ont pas forcément leur place. Et moi, j'avais joué à Milvaux et notamment à Milvaux Sombre il y a quelques années, qui est un jeu dans lequel il y a des thématiques sur l'attrition, sur le fait de mourir de faim, de froid, etc. Et en fait, c'est pas du tout pareil de jouer un truc à la Mad Max ou de jouer un truc qui ressemble plus à La Route. C'est pour prendre ces exemples de films. Donc Mad Max, je ne vous le présente pas, très connu, et La Route également. Donc, qui est un film adapté du bouquin de Cormac McCarthy, dans lequel c'est vraiment le propos est sur la mort du monde et le désespoir le plus total, quoi. Et en fait, il faut bien s'assurer de ce à quoi on joue. Et en tant que jeu et aussi en tant que PJ, de se dire, bah voilà, là je suis dans un truc post-apo mais relativement décontracté. Et moi, c'est comme ça que enfin, je place peut-être à tort, hein, mais Dead Genesis dans cette catégorie. C'est-à-dire, voilà, c'est du post-apocalyptique, mais c'est surtout un peu du donge. Enfin, on va quand même voilà, faire un truc un peu d'heroic fantasy post-apo, quoi. Alors bon, on va peut-être crier en entendant ça, mais pour moi c'est l'impression que j'en ai en tout cas. C'est-à-dire un truc finalement beaucoup basé sur des aventures telles qu'elles pourraient être à peu près dans Donjons et Dragons, mais avec un autre univers. Et voilà, mais et c'est pas du tout pareil que de dire on va jouer à Vermine, par exemple, et puis vraiment risquer de mourir de faim, vraiment faire des thématiques sur qui est-ce qu'on décide de nourrir et qui est-ce qu'on décide de ne pas nourrir parce qu'on n'a pas assez de réserve pour tout le monde, etc. Et en fait, il faut savoir aussi comprendre le propos du jeu, le propos de la partie, et, euh, et savoir en tant que PJ et en tant que MJ sur quoi on est attendu. C'est-à-dire qu'en tant que MJ, si on joue à des Genesis et puis que je prends un peu par surprise mes joueurs sur des thèmes super durs, super liés au post-apo, à ma vision du post-apo, avec voilà, des trucs, je sais pas, sur mourir de froid, mourir de maladie, etc., bah, en fait, il ne faut pas que je m'étonne si ça crée potentiellement des problèmes. Et en fait, quand je dis il ne faut pas que je m'étonne, c'est pas ça, c'est qu'il faut que je fasse en sorte que ça n'arrive pas. Et du coup, c'est un nid à problème potentiel. C'est que les gens viennent jouer à une forme de jeu héroïque et en fait, ils se retrouvent pris dans des trucs hyper lourds, un peu par surprise. Donc, ils sont un peu démunis, ils ne savent pas comment jouer. Et potentiellement, il peut y avoir des dérapages à ce moment-là aussi parce qu'ils vont tenter d'y réagir sans savoir à l'avance, etc. Alors qu'à l'inverse, si je joue à Vermine ou à des jeux très apocalyptiques et que j'amène des trucs plus héroïques et tout, là, comme c'est un peu plus, ce que j'appelle casual, c'est un peu plus, on va dire, bon enfant, bah, il y a moins de chances que ça dérape complètement à partir, enfin, si on part sur des trucs héroïques un petit peu plus communément admis, en tout cas dans les cultures de l'imaginaire et dans le jeu de rôle en particulier. Oui, mais j'allais prendre un exemple parce que sur un des serveurs sur lesquels je suis, il y a quelqu'un qui veut faire un post-apo qui veut appeler l'Apoca-Schtroumpf. Voilà. Dans un cadre comme ça, l'Apoca-Schtroumpf, c'est les Schtroumpfs dans l'apocalypse. Comment est-ce que ces gentils Schtroumpfs vont-ils réagir face à l'apocalypse? Dans ce cas-là, on voit bien que c'est cliché, humour, sombre, et on se laisse aller, et c'est juste du jeu. Et ce qui va se passer va être plus un moment de délire entre copains. Qu'est-ce que Schtroumpf à lunettes va penser? Qu'est-ce que la Schtroumpfette va faire? Qu'est-ce que le Schtroumpf grognon va faire? Et donc, ça reste bon enfant, on peut faire du post-apo comme ça. Mais on peut, comme tu le dis, faire du post-apo comme Sombre, comme Vermine, comme Mon propre univers Nucadon, qui sont très durs et où les différentes volontés des auteurs peuvent rejoindre le fait de montrer le danger que c'est, comme de coller à un cliché. Et ça, je pense qu'on sait bien avec la pop culture qu'on connaît, on est bourré de clichés dans la pop culture. Parfois, on les remet en question, c'est une bonne chose. Parfois, on les joue par respect d'un univers. Si c'est de la Tom Punk, on va respecter le côté Tom Punk avec cette technologie des années 50-80. Et on va me dire, oui, mais ça n'a pas de sens. Mais c'est l'univers qui est comme ça. Tu vas jouer avec des vieilles cassettes audio à bande, avec des vieux caméscopes. Ça fait partie de l'ambiance. Et ce qui va se passer va souvent être des thèmes qui touchent à cette période. Et donc, c'est assez... Alex, tu as une question technique. On y revient, je vois. Je vois que 100% marque Elna. Et donc, tu construis un univers, tu mets les bases de cet univers. Quand tu joues avec les joueurs, effectivement, tu vas, comme on a dit, on joue sous le consentement, on va essayer d'éviter que ça déborde, on va essayer de coller à un cliché.
Oui, il va y avoir ce côté matérialiste avec tous des objets et des outils qui représentent cet univers. Et là-dedans, il va y avoir des cadres de violence, effectivement, qui touchent à cet univers. Affronter des pillards, c'est le cas typique de tout post-apo. L'Apocashtrum, je ne sais pas. Peut-être c'est affronter Gargamel en mode pillard ou son chat dont j'ai oublié le nom. Mais affronter des pillards, désamorcer une bombe nucléaire, montrer les ravages finalement de la faim, ça fait partie effectivement de ce genre d'univers. Mais tu peux le trouver également dans la fantasy. Tu vas avoir des cités assiégées, où là, on va devoir mettre en place le problème de la faim. Azrael, merci, oui, c'est Azrael, oui, le nom du chat. Et, et donc, c'est tout ça. On parle aussi dans les thèmes scientifiques de tout ce qui est le vampirisme, les morts vivants, qui sont des thèmes aussi qui sont très violents. Te faire vider de ton sang par une bestiole en plein milieu de la partie et perdre ton personnage, c'est pas non plus grave, mais ça reste, comme on dit, de l'irréel. On sait que c'est une violence qui est consentie et qui n'est pas réelle. Être transformé en mort vivant ou affronter des morts vivants aussi, ça n'est pas réel. Comme le fait d'affronter des pillards, d'affronter des factions totalement loufoques ou des factions extrémistes, cette violence, on sait qu'elle n'est pas réelle. Mais effectivement, quand on joue à table, il faut être certain que les joueurs savent que c'est pas réel, que ça reste de la science-fiction, que ça reste de la fantasy. Et ça, c'est aussi très important, c'est que quand on joue avec les gens, c'est qu'ils savent à quoi ils s'attendent. Et je vais aller voir un Mad Max. Allez, il y a quand même de la cervelle qui gicle à plusieurs moments. Donc, c'est un acte très violent que dans la vie réelle, nous n'allons pas faire. Mais on consent à aller regarder du post-apo en sachant que ça va être violent, en sachant qu'on va accepter cette violence comme étant cinématographique, comme étant jouée. Et donc là, je pense qu'on pourrait peut-être aborder ensuite la question que nous pose Alex. J'ai une question un peu plus technique pour le commandement des joueurs. Que faire avec un joueur qui veut toujours être le plus fort et qui triche pour y arriver? Alors là, moi, je vais te laisser répondre, Antoine, parce que moi, j'ai l'expérience du jeu de rôle grandeur nature où là, on est catégorique là-dessus. Et donc, je vais te laisser réagir comme j'ai présenté la question. Alors la question de la triche, alors il y a 2 questions en fait, hein. Il y a la question de être le plus fort et il y a la question de la triche. Moi par rapport à ça, j'ai beaucoup évolué. J'ai un avis en tant que meneur sur la question qui a vachement changé et qui a même changé assez récemment, vraiment dans les dernières, années, enfin les 2 dernières années. C'est qu'en fait, bon, il y a plein de trucs à dire à partir de cette question, donc je la répète, hein, que faire avec un joueur qui veut être le plus fort et qui triche pour y arriver? En fait, déjà, ça dépend. C'est-à-dire que tous les jeux n'ont pas du tout vocation à mettre en scène des personnages forts. C'est ce que j'appelle, moi, les deux, c'est pas moi qui l'invente, hein, mais c'est les deux tendances qui sont le play to win, donc jouer pour gagner, et le play to lose, c'est-à-dire jouer pour perdre. Il y a pas mal de jeux qui sont des jeux play to win, et ça, typiquement Donjons et Dragons, hein, qui est le plus connu. Et d'autres qui sont play to lose, donc on joue pour perdre, où là, ça va être plutôt des jeux d'horreur, où on va décroître et descendre progressivement vers une fin pas forcément heureuse, quoi. Et l'exemple le plus connu étant l'appel de Cthulhu. Et donc, en fait, déjà, quelqu'un qui veut être le plus fort, c'est quelqu'un qui va forcément jouer en play to win, y compris dans un jeu qui n'est pas forcément fait pour ça. Et donc, en fait, la question, c'est déjà, est-ce qu'on joue une partie qui est faite pour mettre en scène l'héroïsme, le fait de monter les marches et d'être de plus en plus fort, etc. Si c'est ça le but du jeu, dans ce cas-là, il est légitime que le PJ cherche à être le plus fort. Enfin, peut-être pas le plus fort, mais être plus fort et être fort tout court, en fait. Après, est-ce qu'il se met en opposition avec avec le reste de la table? Est-ce qu'il se met en conflit avec eux parce qu'il veut les écraser et tout? Ça, c'est un autre problème. Enfin, c'est ce qui rejoint, hein, qui est quand même lié. Mais c'est également, est-ce qu'il est, il ou elle est déjà dans une logique de confrontation et de rivalité avec les autres personnes de la table, ou est-ce qu'il est simplement dans une ambition d'être fort tout court? Et donc, à partir de là, en fait, il y a plusieurs manières de réagir en tant que meneur. S'il y a une rivalité entre les PJ autour de la table et que le jeu n'est pas fait pour ça, parce qu'il y a des jeux qui sont faits pour la rivalité, hein. Enfin, Sombre, encore une fois, hein, je le cite toujours, mais c'est vraiment un de mes jeux phares. Sombre, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de PVP potentiel, c'est-à-dire du player versus player, c'est-à-dire en fait des affrontements entre joueurs. Et dans ce cas-là, être plus fort que les autres pour essayer de les tuer, ça peut faire partie intégrante du jeu. Je peux penser aussi à Paranoia, qui est un jeu dans lequel il y a des secrets cachés entre joueurs et il peut y avoir tendance à essayer tout simplement de tirer la couverture à soi et de voilà.
Donc ça, c'est pas forcément grave si c'est ça. Par contre, ce que je comprends de ta question, c'est qu'en général, c'est des gens qui veulent être plus forts et qui sont en rivalité à un moment où ça ne se justifie pas. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, il y a ceux qui, vont essayer d'être le plus fort dans un jeu où c'est le but. Dans ce cas-là, Donjons et Dragons, Septième Mer, enfin tous les jeux héroïques, voilà, je cite ceux auxquels je joue, hein, donc je joue beaucoup à Septième Mer en ce moment. Dans Septième Mer, c'est un jeu héroïque dans lequel on est fait, enfin c'est fait pour être fort. Et dans ce cas-là, je vois aucune raison en tant que jeu de brider ça. Au contraire, c'est le rôle du jeu dans un jeu comme ça que d'accompagner cette prise de puissance, d'accompagner ce sentiment de puissance pour les joueurs, parce qu'en fait, on est dans un jeu héroïque et ça s'y prête. Par contre, la notion de la triche dans ce cas-là n'a aucun sens, parce que il n'y a rien à tricher, puisque le but, c'est justement de mettre en scène collectivement un personnage extrêmement fort, un personnage qui va gravir les marches de la gloire et qui va progressivement devenir un demi-dieu ou au moins un héros, quoi. Donc ça pour Donjon Dragon, pour Septième Mer, pour, dans une certaine mesure aussi pour Vampire, où on peut jouer un peu comme ça. Voilà. Par contre, là, ça devient problématique. Si on joue un jeu dans lequel on est plutôt en play to lose, c'est-à-dire on joue pour perdre, on joue pour mettre en scène la déchéance d'un personnage. Donc là, on peut penser à l'Appel de Cthulhu, mais aussi à des jeux comme Crime, aussi encore une fois à Sombre, parce que dans Sombre, on se fait plus ou moins toujours tuer ou pas loin à la fin, ou si on s'en sort, c'est de justesse. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de raison de tricher pour être plus fort, puisque en fait, on est là pour accompagner la déchéance de son personnage. Et donc, comment faire pour accompagner ou pour réagir à ça, déjà en expliquant bien et puis en se mettant d'accord, et on revient à la question du consentement, hein, qu'on évoquait au début, en se mettant d'accord avec les personnes avec qui on joue pour dire mais on est bien d'accord que ça ne sert à rien d'essayer d'être le plus fort dans un jeu où de toute façon on va progressivement descendre les marches de la folie et de la déchéance physique et mentale jusqu'à mourir, quoi. Enfin, être le plus fort n'a pas de sens dans ce cas-là, quoi. Et en fait, il faut que tout le monde soit bien d'accord avec ça. Et moi, là où j'ai évolué, je le disais tout à l'heure en répondant à ta question, c'est qu'en fait, moi, j'ai compris ça récemment. En fait, j'ai joué pendant, enfin, ça fait, je sais pas, 16 ou 17 ans que je fais du jeu de rôle, et ça fait que 1 an ou 2 que j'ai compris que parfois, j'étais pas aligné avec mes PJ, parce que par exemple, je jouais à un jeu d'horreur très rude, très sombre, dans lequel il y avait vraiment des personnages qui descendaient progressivement. Enfin, qui perdaient des points de santé mentale, de santé physique, qui acquéraient des troubles, des problèmes, des séquelles, etc., de toutes sortes. Et moi, en fait, je jouais comme ça, et eux essayaient de jouer des héros. Et du coup, ils essayaient d'être le plus fort. Et dans ce cas-là, forcément, ils sont tentés de tricher parce qu'ils se disent, mais moi, on essaye de me pourrir par tous les moyens possibles. Le jeu ne fait que m'ajouter des séquelles, des amputations, des trucs atroces de toutes sortes comme ça. Mais moi, j'essaye d'être le héros que j'ai toujours joué dans Donjons et Dragons, dans Vampire, dans Septième Mer, etc. Donc là, effectivement, il y a une tentation de tricher. Mais cette tentation n'existe que dès lors qu'il n'y a pas de, qu'on n'y a pas de consensus sur ce à quoi on joue, quoi. En tout cas, voilà, c'est un élément de réponse. Je ne sais pas si Max, tu as quelque chose à ajouter ou si Oui, oui, quelqu'un oui. d'autre, hein. Je vois qu'on a Mais des moi, arrivées, hein, donc j'allais n'hésitez pas à expliquer ça intervenir également. différemment et effectivement, on a des points de vue qui vont plus ou moins se rejoindre. Moi, avec la triche, il y a le petit RP, que j'appelle ça, et il y a l'exagération du RP, donc du roleplay, de la manière de jouer. Le petit RP, c'est effectivement, ça fait partie du personnage d'être un peu tricheur, c'est un peu comme ça, ou c'est le côté j'oublie tout le temps les règles, parce qu'il y a ça aussi autour des tables, parfois des joueurs qui oublient tout le temps les règles. Et ça, c'est très important aussi de bien comprendre que quand on est dans ce genre de cadre-là, que ce soit du petit RP ou que ce soit finalement un jeu qui est joué et qui est, oui, le gars est voleur, donc chapardeur, et donc ça fait un peu partie de son truc, oui, mais j'ai un dé en plus, tu sais, enfin, tu comprends que voilà. Tu peux parfois dire, oui, ok, ça va, ça fait partie du jeu, il a envie de jouer ça comme ça, on peut laisser les choses comme ça. Et puis il y a le cadre du gros RP de tricheur. Et ça, par contre, ça, je rejoins ce que j'ai appris dans le jeu de rôle grandeur nature. Et avec laquelle c'est l'exclusion pour moi. Si après plusieurs avertissements, tu continues à tricher et que tu casses l'ambiance de jeu, c'est l'exclusion. Et ça, c'est peut-être un côté qui est un peu nécessaire pour la simple et bonne raison qu'on joue une partie avec des règles et on doit rester dans le cadre de ces règles. Il peut y avoir quelques débordements, ça fait partie de ces règles, quand c'est du reste du jeu, quand c'est des petits jetés de dés, ah oui, mais ok, j'ai fait un 1, allez, s'il te plaît, est-ce que je peux relancer? Ça peut rester des choses qu'on peut accepter. Mais quand on en vient finalement à une problématique de c'est constant, c'est tout le temps, c'est un joueur qui veut tout le temps gagner, c'est une grande discussion qu'on a souvent dans le milieu du jeu de grande nature, c'est
Le pay to win, le pay to earn, c'est le fait que la personne pense vraiment que parce qu'elle a payé, elle a droit à tout. C'est un truc que tu trouves dans le jeu de vidéo, mais que tu ne trouves pas dans le jeu de rôle grandeur nature, dans le jeu de rôle sur table. Tu ne payes pas spécialement pour toujours avoir raison à la fin, pour toujours gagner. Tu peux perdre ton personnage. Et ça doit faire partie de ce qui fait le jeu. Et c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé ici, mais qui peut au fait aussi être un thème pour une autre fois. C'est le cas quand on a un joueur qui n'arrive pas à accepter la mort de son personnage. Et ça, c'est un cas que je proposerais qu'un jour vous traitiez. C'est comment résoudre ça avec, parce que c'est quelque chose qui peut souvent revenir, qui est déjà revenu, que j'ai déjà vu. Les gens qui ne veulent pas accepter la mort de leur personnage et qui vont soit avoir un comportement abusif avec les autres, soit qui vont carrément péter un câble. Et ça, c'est important aussi, c'est d'apprendre que ce n'est pas la réalité, ça reste du jeu. Je vois qu'il y a encore une question, c'est pour ça, Elna, que tu nous demandes, tu réapparais pour la question du témoignage? On t'entend pas. Alors oui, c'est pour le témoignage, mais également pour vous dire qu'il ne vous restait que 15 minutes maximum. Donc, je vous laisse faire le bilan. Si vous voulez, je peux vous lire le témoignage. Dites-moi. Hop, je prends la souris, ce sera plus simple. Hop, excusez-moi. Plus un témoignage qu'une question. J'ai un scénario fétiche que je fais jouer dans pas mal de conventions très adultes et très violents psychologiquement. J'ai mis en place tout un tas de barrières pour protéger les joueurs. Un âge minimum, un entretien avec chaque joueur en début de partie, en aparté en forme de safe word X-card. Et je me suis retrouvée lors d'une partie avec un joueur qui avait menti. Il était mineur. J'ai su en fin de partie qu'il avait genre 15 ans. Mais Dieu, mes 40 ans, étant dans la même tranche d'âge que les autres, si j'avais su, il n'aurait pas joué. Ou au pire, j'aurais adapté. Je ne sais pas si ça a un intérêt dans votre discussion, mais sait-on jamais. Alors, moi, je trouve ça, déjà, merci, merci Elna pour la question et pour le rappel. Voilà, donc le temps d'échange commence à tendre vers sa fin. Merci également Grégory pour le témoignage. En fait, moi, ce que je trouve intéressant avec ce témoignage-là et avec la question de la triche avec laquelle je voudrais le mettre en relation, parce que là, c'est une forme de triche sur les règles, pas les règles du jeu au sens système de résolution de la partie, mais au sens règles contrat social du jeu, c'est-à-dire bon, voilà, je veux jouer avec des gens adultes à ma table pour pas avoir à me poser de questions autour de ça et parce que c'est moi qui sélectionne le jeu et puis quelqu'un vient en mentant parce qu'il a envie de jouer mais il remplit pas les critères et il ment sur les critères, quoi. En fait, pour moi, ça rejoint deux trucs, c'est-à-dire que en termes de triche, comme je disais, il faut se demander pourquoi les gens trichent, en fait. C'est-à-dire que moi, dans Septième Mer, je joue avec des gens à une partie extrêmement héroïque dans laquelle ma seule obsession de meneur, c'est faire des scènes cinématographiques cool et mémorables. Des scènes de cascade, des scènes de drama dans lesquelles on va vraiment faire des dialogues très grandiloquents avec des PNJ, etc. Et ça marche très très bien à ce niveau-là. Mais du coup, mon problème de me jeu n'est pas du tout de faire échouer les joueurs. De toute façon, ils vont réussir tout ce qu'ils entreprennent. Septième Mer est un jeu extrêmement conciliant sur les actions des PJ. Donc en fait, tout marche plus ou moins, il suffit de le décider, et il n'y a pas de raison de les en empêcher. Donc à partir de là, la triche n'a aucun sens. Et même, je dirais, ils peuvent tricher s'ils veulent. De toute façon, ils réussissent tout ce qu'ils veulent, même s'ils ne trichent pas. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt de tricher, parce que le type de partie n'est pas du tout une partie punitive qui aurait comment dire, une raison de faire échouer potentiellement les gens et de les amener à foirer certains jets et de rater certaines actions. Et pourquoi je mets ça avec le témoignage, je mets ça en relation avec le témoignage de Grégory, c'est parce que en fait, et pour moi, ce sera peut-être la conclusion. Enfin, tu nous demandais, Elna, un mot de débrief et de conclusion de tout ça. Donc en fait, tout n'est que question d'accord et de partage de ce qu'on veut faire dans la partie entre personnes consentantes. Pas nécessairement adultes consentants, parce qu'on peut très bien jouer au jeu de rôle avec des enfants, mais ça peut éventuellement être entre adultes consentants dans certaines parties, ça dépend de ce qu'on met dans la partie. Et en fait, là, Grégory, moi je trouve que dans ton témoignage, finalement, que cet ado de 15 ans ait eu envie de jouer et réussi à s'incruster sur la table et tout,
en espérant que ça ne l'ait pas traumatisé, parce que si c'était vraiment très violent psychologiquement, ça peut être problématique. Mais ça pourrait aussi bien être problématique avec quelqu'un qui aurait 25 ans ou 40 ans ou n'importe quel âge en fait. Ça peut être très violent en fait, au-delà de l'âge. Donc en fait, moi je trouve que cette barrière à l'entrée que tu as placée, en fait, elle vaut un petit peu pour les joueurs parce que ça te permet de filtrer avec un critère d'âge qui est assez facile à gérer en disant bon ben voilà, je vois, etc. Je trouve que l'entretien dont tu dis que tu faisais un petit entretien avec chacun et chacune pour dire voilà de quoi on va parler, donc vous pouvez vous désinscrire si jamais c'est trop pour vous, etc. C'est plus important que la barrière d'âge à l'entrée, parce qu'en fait, on peut très bien être choqué par des thèmes en ayant un âge supérieur à 18 ans. Mais en fait, si cet ado a réussi en mentant à s'incruster sur la partie, c'est plus un problème pour toi que pour lui, en fait. Enfin, je sais pas, encore une fois, il a peut-être été traumatisé, mais j'espère pas. Mais en fait, c'est un problème pour toi dans la mesure où toi, tu ne te sens pas à l'aise. Et c'est là qu'on rejoint ce qu'on disait en tout début de conversation. Tu ne te sens pas à l'aise à l'idée de jouer avec des mineurs sur cette partie. Parce que tu veux pouvoir être un peu sûr de ce que tu dis sur des thèmes qui sont des thèmes adultes et que tu n'as pas envie de te poser la question. Et à ce titre, ton ressenti à toi et ton envie à toi de cadrer ta partie selon certains critères, elle est parfaitement légitime, de toute façon. Et donc, ce sera un petit peu mon mot de la fin, c'est-à-dire, en fait, il faut que les critères de tout le monde entrent en ligne de compte. Il faut que les critères de tous les participantes et les participants qui disent moi, attention, voici mes limites, voici donc peut-être avec, je vais reciter les outils dont on a parlé, avec la RPG Consent Checklist ou avec la X-Card, etc. Je mets des stops, je dis oui, je dis non, etc. Avec un entretien préalable, je dis bah, attention, ça, j'ai pas envie d'en parler, je ne veux pas qu'on joue avec ça, etc. Avec ces outils-là, en fait, on va pouvoir cadrer vers quoi on va et cadrer ce consentement et éviter les zones de débordement qui nous forceront à interagir, comme on disait, avec des bannissements ou avec des explications à chaud qui peuvent être très, très désagréables. Mais en fait, également, dans ce cas-là, le meneur ou la meneuse a parfaitement son mot à dire, autant que les autres, et ce sera mon mot de la fin, sur le déroulement de la partie et sur ses propres limites, en fait. C'est-à-dire que en tant qu'animateur, animatrice, arbitre, etc. de la partie, tu as tout à fait le droit de dire, moi, attention, les enfants, je ne sais pas faire, il y a des questions que je n'ai pas envie de me poser de l'ordre de leur consentement, de l'ordre de savoir si leurs parents vont avoir leur mot à dire ou je ne sais quoi sur le fait qu'ils pratiquent cette activité. Bref, je ne veux pas m'occuper de ça, donc je ne m'en occupe pas, donc je joue que avec des gens que je sélectionne sur un critère d'âge. En fait, c'est parfaitement légitime. Et tu as le droit de dire moi, je ne suis pas à l'aise avec tel truc, et ça vaut pour critère d'âge, ça vaut pour n'importe quoi, en fait. Tu peux dire ok, on va faire une partie collectivement, c'est de la co-construction, tout le monde va avoir son mot à dire, mais vous partez sur un truc qui, moi, ne m'intéresse pas du tout, et ben ne comptez pas sur moi pour l'animer en tant que meneur, je ne suis pas votre prestataire de service, en fait. Et ça, c'est super important, c'est-à-dire que on peut parfois avoir des meneurs qui sont des meneuses qui sont hyper impliquées, qui ont envie de faire des tonnes, etc., et qui se retrouvent dans la situation, ça m'est un peu arrivé, à essayer de déborder de créativité en se disant bon bah comment je vais faire pour leur plaire, comment je vais faire pour vraiment réussir un truc. Mais il ne faut pas oublier que son propre ressenti sur son propre sur la partie, en fait, bah, il est aussi important que celui des autres. Et donc, bah, dire attendez, moi je suis pas à l'aise avec ça, on n'y va pas. C'est pas parce que je suis meneur que je vais, enfin je dois tout accepter en fait. Et donc, j'ai le droit aussi d'avoir mes critères, j'ai le droit aussi d'avoir mes vétos, j'ai le droit de dire stop. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que ça reboucle pas mal avec ce qu'on disait. Je vais partir sur autre chose. Moi, je vais répondre carrément directement à ce que Grégory disait. Alex, je t'ai répondu aussi. J'ai proposé une autre conférence là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps d'en discuter. Je suis vraiment désolé. Mais le thème est important sur la mort du personnage, comment la gérer et l'accepter. C'est effectivement dans. Je comprends le problème qu'a vécu Grégory parce que c'est quelque chose auquel je ne veux pas arriver non plus. C'est pour ça que je fais jouer du plus 18 dans Lucadon et que j'ai un autre petit jeu que j'ai inventé pour ma fille et ses amis qui s'appelle Gnome et Gobelin et que je fais jouer. C'est pas publié, hein, c'est juste un petit délire comme ça, où je les fais dans des personnages qui ont des tailles et des proportions différentes à l'être humain, pour qu'ils se mettent à la place d'un petit personnage, pour qu'ils se mettent à la place d'un ogre, qui est quand même assez volumineux, un ogre. Et j'essaye, au fait, tu vois, de leur donner une autre vision de la chose. Ça, c'est vraiment donc, quand je fais du jeu de rôle pour les enfants. Mais dans le cadre de ce que je fais comme adulte, et je peux comprendre Grégory, ça, c'est effectivement problématique parce que moi-même, je serais aussi mal à l'aise que toi. Je veux aussi que ce soit reste du plus 18 pour éviter justement un problématique, que ça reste des choses que tu traites avec des adultes, même en cherchant le consentement. Quand tu traites avec les adultes, ça te permet aussi d'aborder certains thèmes et d'avoir directement en disant « ouais, non, ça ne m'intéresse pas ». Ils sont plus francs parce qu'ils sont aussi adultes. Mais
Ce que je trouve intéressant, c'est effectivement quand un joueur t'a menti. Ça, moi, je serais vraiment mal à l'aise parce que on peut essayer de te le mettre sur ton dos, que c'est ta responsabilité, mais tu peux pas demander tu es pas policier, tu peux pas demander la carte d'identité à quelqu'un. Tu ne peux pas demander la carte d'identité à quelqu'un. Tu dois besoin de faire confiance à ton joueur. Et c'est un truc aussi qui est important, qui rejoint ce qu'on a dit, c'est la confiance mutuelle qu'on a dans ce consentement. La confiance mutuelle de se dire les choses, la confiance mutuelle d'aller de l'avant, au fait, dans une partie. Et donc, oui, ça met mal à l'aise, mais même si c'est un mineur, c'est lui qui a pris la responsabilité de te mentir. Et je trouve ça dommage, mais tu vas jouer ta partie, tu vas la jouer en ayant mis toutes tes règles, tout ton cadre strict en disant plus 18, c'est comme ça, vous ne mentez pas, j'espère. Mais tu dois faire confiance à un moment donné. Et si tu l'apprends après, il faut prendre la personne à part, mais également avoir une discussion avec ses parents, puisqu'il est mineur. Et là-dessus, à se dire, ben voilà, votre fils a joué, est-ce que ça vous dérange? Et c'est ça aussi qui est déjà arrivé, c'est quand on est sur les Discord et qu'on a des jeunes qui viennent, on demande toujours, tu as l'autorisation de tes parents? Ici, il y a des gens qui jouent des jeux de plus de 18. Il te faut l'autorisation de tes parents. Et ça, c'est important aussi. Et puis par rapport à cette question de confiance, en fait, il faut bien que tout le monde comprenne que les règles ne sont pas là pour pourrir qui que ce soit. Les règles sont là pour avoir un cadre clair, sûr et serein dans lequel on va pouvoir interagir. Ça vaut pour la X-Card, ça vaut pour les règles d'entrée au démarrage, ça vaut pour les règles du jeu de manière générale. Et du coup, refuser les règles en disant je vais mentir, je vais tricher ou je vais refuser qu'on utilise la X-Card ou tout autre dispositif de ce style, bah, c'est en fait refuser le cadre du jeu, et dans ce cas-là, bah, c'est se mettre en dehors de la partie, tout simplement. En tout cas, je serais très preneur pour une table ronde sur la mort des personnages du point de vue jeu et du point de vue PJ. Il y a beaucoup à dire, même si c'est un sujet classique et Pareil. tarte à la crème. Alors, Merci en tout cas à tout le monde pour avoir suivi cette Merci beaucoup. conférence. Ceux qui reverront, donc si jamais vous avez un problème, vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez toujours contacter le Relevant. On a abordé des sujets durs et difficiles. N'oubliez pas qu'on est entre êtres humains respectueux les uns des autres. Donc n'hésitez pas à nous confier si vous avez envie d'être assuré, si vous avez une question sur ce qui s'est passé, ce qui a été dit. N'hésitez vraiment pas, vous êtes les bienvenus. La bienveillance, c'est avant tout quelque chose qui va dans les deux sens. Voilà ce que je voulais rajouter. bah, en tout cas, merci à tous. Je rappelle une nouvelle fois que, il ne faut pas oublier les dons pour, Hopi Clown, les Blues Roses ou alors Théodora. Je remercie, Max et Antoine d'avoir, fait cette conférence qui était très intéressante. J'espère que, vous l'avez trouvée aussi intéressante, que moi. Également, si la suite de la discussion, enfin, si vous souhaitez avoir une suite de discussion, c'est tout à fait possible, sur le serveur de la Roll Event et ça se fera ici même. Oups, je ne l'ai envoyé qu'à Max. Vous n'allez pas pouvoir voir, ce serait dommage. En tout cas, merci à tous. Avez-vous un tout dernier mot de la fin? Il reste 5 minutes. Max, Antoine? Bah, alors, tout dernier mot de la fin, moi je dirais que si vous débutez dans le jeu de rôle et que vous avez écouté cette conf, ou que vous voulez, ou que vous débutiez ou pas, mais si vous voulez reprendre, etc., rappelons un truc très important quand même, parce qu'il faut toujours le rappeler. Le jeu de rôle, c'est un jeu, c'est un ensemble de jeux, et c'est d'abord du plaisir et des passions partagées communes. Ça n'est pas dangereux. Le jeu de rôle, c'est pas une activité ni démoniaque, ni qui va vous éloigner des bonnes mœurs, ni rien. On a abordé ici, parce que c'était important de le faire, les cas limites, les quelques cas accidentels dans lesquels il peut y avoir des problèmes, etc. Mais n'allons pas en conclure que le jeu de rôle est une activité problématique ou dangereuse en tant que telle. C'est une activité sociale et qui, en tant qu'activité sociale, mérite qu'on prenne certaines pincettes et qu'on prenne certains garde-fous. Mais si vous êtes des parents d'enfants ou d'ados qui font du jeu de rôle, si vous êtes présentateur ou présentatrice télé, si bref, ne prenez pas de conclusion hâtive. Au contraire, la grosse majorité, donc oui, Alex cite Mireille Dumas, donc voilà, le mot est lâché. Voilà, ne tirons pas de conclusion hâtive si l'écrasante majorité des parties de jeux de rôle se passent bien. Et voilà, les cas limites doivent être abordés comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire minoritaires. En tout cas, merci de nous avoir invités, de nous avoir donné la parole, et merci pour votre participation et vos questions dans le chat ou en vocal.
Je voulais juste dire que je rejoins totalement Antoine aussi. C'était bien, c'est que on a une certaine maturité aussi pour en discuter. On a vécu des choses, on a su les résoudre. Et c'est très important aussi que des expériences qu'on a eues, qui majoritairement dans 90% des cas sont extraordinaires. Les 10 cas pour cent restants, il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir en débattre, il faut pouvoir en parler. Il faut l'expliquer aux autres parce qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir un cas avec un débordement. Et un kit de survie pour MJ, c'est important parce que on a tous commencé un jour, je prends mes dés, je prends un jeu et je me lance. Et c'est extraordinaire ce sentiment de commencer à faire du jeu de rôle. Et il faut à côté de ça pouvoir encadrer. Et pouvoir encadrer, c'est aussi peut-être quelque chose qui pourrait être une réflexion pour plus tard. Est-ce qu'il n'y aurait pas un jour une hotline, pour parler comme dans les vieux, où la FFJDR ou d'autres clubs mettent en place des personnes de confiance, comme il y a dans les entreprises, pour justement en discuter? Ça existe déjà dans le monde du jeu de rôle grandeur nature. On met déjà en place des personnes de confiance pour pouvoir discuter quand il y a des débordements, quand il y a des problèmes, pour essayer de chercher de la médiation. Et je pense que c'était peut-être important de faire ça à différents niveaux. Et donc, j'espère que cette piste de réflexion vous fera réfléchir, vous fera dire aussi, je dois pouvoir réagir convenablement quand il y a un problème et surtout me rappeler que ça reste un jeu et que c'est de l'amusement avant tout. Mmh. Voilà, ce sera tout. Et Merci ben, à vous. merci à vous encore une nouvelle fois. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que vous à la présenter et nous à l'écouter. En tout cas, merci à vous.